je suis très heureusement surpris, compte tenu des circonstances météo, de voir cette salle Novelty pleine. Ça veut dire que ce problème nous occupe tous. Et ça veut dire que la conscience citoyenne, c'est pas un vain mot, et que quand on essaye d'organiser les choses et de faire passer les messages, les citoyens répondent et sont présents. Voilà. Alors, je ne vais pas faire de très long discours parce qu'on a beaucoup d'intervenants de qualité. Je voudrais simplement vous expliquer le motif de cette réunion et comment nous essayons de l'organiser. Donc le motif, avant tout, d'abord c'est de présenter à tous nos vœux pour l'année 2023 et vous dire qu'en tant qu'association, le vœu principal, c'est qu'on arrive à faire réouvrir le col de Banyuls. Je pense que là-dessus, on est tous bien d'accord. L'idée, c'était, en organisant cette réunion, d'essayer de faire venir à Banyuls des intervenants qu'on n'a pas l'habitude de voir très fréquemment ici, pour nous donner une autre vision des choses. Notre association a fait plusieurs actions, vous le savez tous, on a fait des actions au col, on a fait des réunions avec les randonneurs, on a fait des réunions avec des politiques, on a mené plusieurs actions, on a mené des campagnes d'affichage, on a rencontré le préfet, on a engagé un recours devant le tribunal administratif, mais il fallait aussi qu'on essaye d'avoir une vision un peu plus large que le strict problème col de Banyuls. Et donc, l'idée a été d'inviter le professeur Nicolas Marty, qui est ici présent, professeur à l'université de Perpignan. Il est professeur d'histoire contemporaine. Il a écrit ce qui, à mon avis, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais est le meilleur ouvrage sur la crise catalane. Je lui ai déjà dit à plusieurs reprises. Donc sur l'organisation du référendum catalan, et il est donc particulièrement concerné par ce qui est en train de se passer. Et l'extraordinaire, c'est que nous avions prévu cette réunion de longue date, sans savoir que la veille, mais ils l'ont sûrement fait par rapport à notre réunion, c'est sûrement pour ça, que la veille, le président de la République française et le Premier ministre espagnol se réuniraient précisément à Barcelone, et que dans le cours de ces réunions, il serait question du col de Banyuls. Donc, ça tombe dans une actualité tout à fait brûlante. Le second intervenant, c'est M. Éric Andrieux, qui est député européen, mais qui, à son crédit, est quand même au doigt, donc on va comprendre ce qu'il nous dit. Il va parler à peu près comme nous, même s'il est un peu gabache, qui va nous donner son point de vue en qualité de parlementaire européen. Vous avez sans doute vu sur les réseaux que cette semaine s'est tenue à Strasbourg une réunion de parlementaires français et catalans sur ce sujet. Réunion à laquelle nous étions invités, monsieur le maire et moi, et je le dis publiquement, je me suis un peu dégonflé, parce que les circonstances du déplacement avec la grève ont fait, sauf erreur de ma part, que tu es rentré dans la nuit à je pas d'heure, et que le maire d'Espoy a dû rentrer à 3 h du matin en voiture en passant par je ne sais où. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, nous n'étions pas sur cette réunion, mais en revanche, 31 députés et parlementaires européens ont signé une lettre adressée à la Commission européenne et au président de la République. Donc, Éric Andrieux va nous expliquer cette situation. Préalablement à ça, le concours de circonstances est encore plus extraordinaire. Beaucoup d'entre vous connaissent Ariane Fert, qui est membre de notre association, qui est celle qui a organisé la communication de l'association, et en particulier c'est l'auteur des photographies qui sont sur toutes les affiches qui sont placardées à Banyuls un peu partout. Ariane se trouve être résidente à Barcelone et à Banyuls, et en tant que résidente à Barcelone, elle a reçu une invitation à participer hier soir au cocktail donné par le président de la République française au lycée français de Barcelone. Et donc, elle y est allée. Et donc, pour ceux qui connaissent Ariane, on devait s'en douter, elle a réussi à attraper le président de la République et à lui expliquer quelle était la situation du col de Banyuls. Alors, avant d'aborder la partie prévue de notre manifestation, j'aimerais bien qu'Ariane prenne la parole quelques minutes pour que, en quelques mots, elle nous explique comment les choses se sont passées avec M. Macron et ce qu'on peut espérer des résultats de cet entretien. Voilà. Ariane, si tu veux bien. Il marche, oui. Ouais, bonsoir à tous, merci d'être ici si nombreux. Bon, je ne vais pas être longue, hein. J'ai effectivement Emmanuel Macron en fait a donné une réception au lycée français de Barcelone. On était à peu près 250 à être présents.
Et à l'issue en fait de son discours, je suis arrivée à l'approcher et à lui poser effectivement la question de l'ouverture du col de Banyuls. Il était très au courant, assez réceptif. Ils en avaient parlé effectivement parce que ça a été un des sujets quand même du sommet. Alors pas que le col de Banyuls, mais tout ce problème des fermetures en fait des passages frontaliers depuis 2 ans. D'une certaine manière, il s'est engagé, on va dire, à ce que le problème soit résolu en fait avant cet été. Il m'a dit que c'était qu'en juin, ce qui avait été dit d'ailleurs par Darmanin un peu plus tôt, que les choses devraient être réglées. Mais parallèlement à ça, je me suis rendu compte qu'ils avaient une méconnaissance incroyable de la situation sur le terrain. C'est-à-dire que ces arguments pour dire qu'ils avaient jusqu'à présent pas réouvert étaient le fait que s'ils réouvraient, il y aurait un appel d'air, il y aurait un trafic pas possible, camions, cars. Et j'avais envie de dire, mais en fait, ces décisions ont été prises à Paris de façon, mais sans connaître absolument la réalité du terrain. Et je lui dis, le résultat, c'est que ça ne résout aucun problème et que ça impacte des centaines, voire des milliers de personnes. Donc, donc il m'a dit qu'il comprenait bien et que c'était un problème qui maintenant était sous les feux des projecteurs et qu'ils allaient essayer de régler les choses avant juin. J'ai après été voir en fait Catherine Colonna, qui est la ministre des Affaires étrangères, qui était tout à fait aussi au courant du problème. Elle m'a assuré, ce qui m'a sidéré, c'est qu'elle m'a assuré que donc cette fermeture pure et simple en fait du col de Banyuls n'était pas contraire aux accords de Schengen. Bon, ça c'est encore assez hallucinant de pouvoir dire ça en fait. Elle me dit non, les contrôles sont admis. Je lui dis mais là c'est pas un contrôle, c'est une fermeture pure et simple. Mais même la fermeture pure et simple, on n'est pas en violation des accords de Schengen. J'allais pas polémiquer avec la ministre des Affaires étrangères, mais ça aussi j'ai trouvé ça dingue de pouvoir argumenter de cette façon. Elle m'a parlé en fait du fait que l'ouverture donc était effectivement prévue pour cet été, mais qu'il fallait mettre avant en place ces brigades en fait de contrôle mixte franco-espagnol. Donc j'ai essayé d'en savoir plus, des brigades de surveillance, de contrôle. Est-ce qu'on allait mettre des hommes en armes un peu partout dans la montagne? Est-ce que c'est l'avenir qu'on a envie d'avoir? Elle me disait que c'était, pour l'instant c'est à l'étude, ils n'en savent pas plus. Je lui ai demandé si c'était vraiment justifié et est-ce qu'il ne ferait pas mieux de contrôler un peu plus, je ne sais pas, les trafics de drogue ou pertus, ou enfin sur les gros axes. Mais en gros, elle m'a dit que c'était ça qui avait été mis comme condition en fait par la France pour réouvrir les passages frontaliers. Et que l'Espagne, en fait, n'était pas totalement convaincue quand même du bien fondé de ces brigades mixtes. Donc c'est quand même pas encore totalement clair cette affaire. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire et que je vous ai résumé en fait voilà, mes 2 entretiens avec le président et la ministre des Affaires étrangères. Merci Ariane. Vous voyez que notre association ne recule devant rien jusqu'à envoyer Ariane rencontrer le président de la République. C'est quand même pas toutes les associations. Et en plus, ça nous a réécouté. Un détail, hein, j'ai donné à Macron et à Colonna un dossier Albert Sans Frontières, bien sûr, et même une clé USB avec tout notre argumentaire et que je lui ai assuré d'être non piraté. Il l'a mis dans sa poche. Je ne sais pas où elle ira, mais en tout cas, il l'a mis dans sa poche. Donc, dont acte, la pierre est posée. Alors, je voudrais vous dire aussi que nous avons plusieurs journalistes, plusieurs médias qui sont ici présents. France Culture qui prépare une émission assez longue sur le sujet, la Semaine du Roussillon qui est ici présente. Voilà, pardon, parce que ça avait changé le casquette, c'est pour ça. Et donc, l'Indépendant qui est ici représenté, je ne sais plus où il est passé, par M. Andrieux, alors c'est un homonyme, je ne sais pas, vous chercherez si vous avez d'autres liens. Et donc, après les interventions, les journalistes pourront poser des questions. Je crois qu'Antoine a déjà préparé quelques questions. Et bien entendu, nous ferons circuler le micro dans la salle s'il doit y avoir d'autres questions.
Monsieur Je voudrais intervenir, moi, sur le problème spécifique de la Jordanie, parce que je le connais bien, et je voudrais expliquer la situation actuelle. Tout à l'heure, si tu veux, parfaitement d'accord sur les deux passages de Cerdagne qui sont fermés. Il n'y en a qu'un seul fermé. Voilà, un fermé et un qui Le préfet ne se lève pas. Oui, parce qu'il le sait. Et je voudrais aussi saluer la présence, je te donne la parole tout à l'heure, saluer la présence de Maïté Sanchez, ancienne députée européenne, qui suit ces questions-là à divers titres, et notamment au titre des communications ferroviaires, parce que c'est un autre sujet qui nous occupe. Saluer et remercier Monsieur le maire de Bagnols-sur-Mer qui a mis à disposition cette salle, les élus du conseil municipal qui sont ici présents, et là aussi sur la question ferroviaire, Olivier, je sais que tu es à la pointe de la réflexion. Voilà, donc on a tous les ingrédients pour avoir un bon entretien, et je voudrais juste vous dire quelque chose qui, moi, me paraît, Ariane a souligné le fait qu'on a l'impression que dans l'administration, il y a une méconnaissance de la réalité du terrain. Nous avons rencontré 3 fois le préfet des Pyrénées-Orientales, l'actuel préfet, M. Furcy, qui est un homme extrêmement aimable, avec qui on a eu un échange tout à fait courtois. Il est venu au col de Bagnols, à sa demande, il est venu à la fête des vendanges, où sur 5000 personnes sur la plage, il y en a 4500 qui l'ont parlé du col de Bagnols, et il nous a également reçus en préfecture en disant on se reverra au mois de janvier pour voir si les conditions évoluent. Mais un élément essentiel de l'argumentaire du préfet, ça a été de nous dire vous ne devez pas considérer le seul problème du col de Bagnols, mais l'ensemble des questions des passages transfrontaliers, ou l'intérêt de la communication tout à l'heure sur la Cerdagne. Je comprends bien qu'il puisse y avoir ce type d'argument, je comprends bien que quand le préfet des Pyrénées-Orientales avait décidé de fermer le pont de Poustouge, ça a été rouvert sur l'influence des élus, et que l'arrêté de réouverture était fondé sur la réorganisation des services de gendarmerie en Val-Espire. Je ne sais pas s'il y a des Val-Espiriens parmi vous, mais réorganisation, je doute fort qu'il y en ait eu une, en tout cas les maires ne sont pas au courant. Et quand M. Furcy, préfet, me dit « vous devez considérer la situation d'ensemble sur votre secteur », on lui a dit à plusieurs reprises « si vous passez entre Cerbère et Portbou, vous verrez bien qu'il n'y a aucun contrôle ». Mais si, mais il y a des contrôles. Alors, moi j'ai des réflexes professionnels, de moins en moins, mais j'en ai encore un peu. J'ai fait faire un constat d'huissier. Et qu'on a payé un huissier qui, pendant une semaine, tous les jours, mais à des heures différentes, est allé à Cerbère pour voir s'il y avait un contrôle de police. Je tiens ce document à votre disposition, il est sur la clé USB d'ailleurs. Il n'y a jamais eu, en tout cas pendant la période où l'huissier est passé, un quelconque contrôle de police entre Cerbère et Portbou. Et tous ceux d'entre vous qui vont fréquemment là-bas savent très bien qu'il n'y a quasiment jamais de contrôle, ou que quand il y en a un, ils sont dans la voiture et ils regardent passer les gens. Bon. Alors, ceci pour dire que la réalité, c'est qu'on a mis des cailloux au col de Bagnols, on en a mis en d'autres endroits, mais au col de Bagnols, qui nous handicapent tous, nous empêchent de fonctionner normalement, alors qu'en passant par Cerbère et Portbou, il n'y a aucun contrôle. Donc tout ça ne sert à rien. Voilà ce que je voulais vous donner comme observation. Maintenant, je voudrais que le professeur Marty nous donne une vision un peu historique et actualisée de cette situation. Donc Nicolas. Merci. Merci beaucoup Pierre. Je ne sais pas si le micro fonctionne bien. Oui, ça va. Merci. Alors, ce qui vient d'être évoqué résonne beaucoup avec ce que je comptais dire, sans vous assommer, parce qu'en fait, les réflexions sur la frontière dans les sciences sociales en général et en histoire en particulier, ça occuperait des bibliothèques entières, donc on ne va pas y passer autant de temps. Il y a un point qui je pense, est très, très clair ici, c'est que on est au cœur des enjeux en fait de relations entre la France et l'Espagne avec le monde catalan sur les deux États, et je pense que cet aspect joue un rôle fondamental aujourd'hui. Alors la frontière, c'est une ligne qui établit sur un territoire donné une limite entre deux États. A priori, c'est quand on réfléchit à la notion de définition politique de la frontière. Mais nous sommes bien placés ici pour savoir que les frontières, ça peut être aussi des frontières culturelles, par exemple. Et elles sont ici dissociées, puisqu'ici nous sommes bien sur un espace qui est culturellement équivalent d'un côté et de l'autre de la frontière, mais divisé par une frontière politique. Alors, bien sûr, il y a des
une distinction. Nous avons du côté français notre culture politique française, la langue, etc. Et du côté catalan, espagnol aussi cette influence-là. Néanmoins, on a ici une frontière qui sépare en deux des espaces qui sont de culture équivalente, de langue équivalente. Quand on regarde les noms de lieux, la manière de nommer les choses, le rapport au monde également qui est le même et qui renvoie en fait à cette, je pense à cette, ce qu'on a entendu là tout à l'heure et à l'instant, cet écart énorme qu'il peut y avoir entre la frontière vue du centre des États et la frontière vue des gens qui y vivent autour. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, je pense, qu'il est nécessaire de penser. Alors, nous-mêmes ici, et les historiens en général aussi, savent que la frontière n'est pas figée, n'est pas fixée. Et nous sommes ici, par exemple, jusqu'au XVIIe siècle, au sud de la frontière. La frontière n'est pas du tout dans les Albers. Hein. L'Albert a une unité absolument forte, donc déjà il faut évacuer, je pense, et critiquer la notion de frontière naturelle, qui a pourtant été très fortement mobilisée pour la France, par exemple. La France aurait conquis comme ça un système de mise en place dans des frontières naturelles, qui seraient donc naturellement ce qu'aurait dû être la France toujours. Je pense que c'est, comme vous le savez, pas le cas. Ici, nous sommes dans un territoire qui n'est pas français jusqu'au XVIIe siècle, qui est une province réputée étrangère jusqu'à la Révolution française. Et donc la frontière n'est pas ici, la frontière est au Corbière, elle est donc avec le Languedoc. Donc c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi des pays comme le Conflans, d'ailleurs qui ont beaucoup souffert des guerres entre la France et l'Espagne, n'ont pas du tout d'habitats dispersés, ce sont des habitats groupés. C'est une frontière qui est très difficile parce que les relations entre la France et l'Espagne sont mauvaises pendant très longtemps, particulièrement au XVIIe siècle, et également encore au XVIIIe, je vais y revenir très très rapidement. Bon, l'autre point c'est la linéarité de la frontière, parce qu'en fait la frontière souvent c'est un espace beaucoup plus qu'une ligne. Le traité des Pyrénées de 1659 ne donne pas une ligne de frontière. La ligne de frontière elle date de 1866, d'un traité qui a été vraiment commencé à être mis en place en 1866, le traité de Bayonne. Bizarrement, enfin, ou je ne sais pas si c'est bizarrement, c'est quelques temps après les grands traités de libre-échange qui peuvent exister dans le monde européen. Et à un moment, on ressent le besoin de mettre clairement une ligne de frontière, ce qui n'avait pas été fait. Donc à partir des années 1860, on a mis au point tout un dispositif assez lourd et assez long. Par exemple, vous savez que encore en 2019, ont été mis au point réellement les bornes de certains lieux donc de la frontière pyrénéenne, donc chez nous en particulier, dans le Val-Espire, je pense, c'était un des derniers endroits où encore on discute de la ligne exacte. Donc, la linéarité de la frontière, ça se discute beaucoup. Bon, c'est beaucoup plus un espace en fait, un espace frontalier, qui est effectivement qui renvoie à des choses qui sont très différentes selon où on se place en fait. Pour ceux qui y vivent, je pense que c'est à la fois un espace de contraintes et d'opportunités. En fait. La frontière, c'est une opportunité, ça offre des opportunités. Par exemple, de commerce, de contrebande éventuellement. On impose des normes qu'on va essayer de détourner. Mais c'est aussi, bien entendu, il faut le dire, une énorme contrainte. Et il y a un aspect, je trouve, qui est assez intéressant du fait que on a l'impression parfois qu'on est une marge quand on est à la frontière, c'est-à-dire qu'on est loin. Hein, on l'a vu là avec Macron, etc., qui ne connaissent rien à ce qui se passe concrètement. Donc on est une marge, on est loin du centre des décisions. Mais en même temps, il y a moi je dirais qu'il y a une forte centralité de la frontière aussi, dans la mesure où c'est là que l'État est aussi très présent. La frontière, alors pas trop, hein, d'après le constat d'huissier mis au point par Pierre, mais enfin, c'est souvent autour des frontières qu'on voit beaucoup les commissaires, les militaires, les douaniers. Je pense que tous les préfets pyrénéens, et particulièrement celui-là, ont particulièrement en tête la frontière comme étant une de leurs préoccupations majeures. Donc il y a à la fois une certaine forme de centralité, et l'État s'intéresse énormément à la frontière. Donc il y a cet aspect, je pense, très, très fort. Alors, on ne va pas renvoyer à une histoire de la France et de l'Espagne parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais c'est vrai que
la frontière, c'est un lieu de passage pendant très longtemps, surtout que les cultures sont très proches. Il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé pour montrer qu'il y avait effectivement des liens très très étroits qui se faisaient de part et d'autre de la frontière sur un espace qui est très limité. Mais c'est aussi une zone de passage très fort, et de combat d'une part, et de passage. Si on compte un peu les moments de conflit, de guerre qui a eu lieu au moins depuis la Révolution française, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'allers et retours en fait. Vous savez qu'ici c'est une zone importante de passage pendant la Révolution française pour ce qu'on appelle les émigrés, c'est-à-dire ceux qui fuient certains événements de la Révolution, qui sont considérés comme suspects ou qui sont tout simplement hostiles à la Révolution, et qui sont accueillis donc du côté catalan-espagnol. C'est ensuite, très peu de temps après, les libéraux espagnols en 1823 qui fuient la répression conservatrice, puis ensuite les carlistes pendant les guerres carlistes entre les années 1833 et 1873, puis ensuite des insoumis de la guerre de 1898 contre Cuba qui viennent en France pour échapper à cette tentative de recrutement, puis certains insoumis et déserteurs français qui vont en Espagne pour éviter de revenir sur le front. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, beaucoup plus dans la Révolution française qu'à ce moment-là. Michel Rouquette avait travaillé là-dessus. Bien sûr, ensuite, il y a cet énorme événement qui a pratiquement fait oublier tout le reste, qui est la retirade, c'est-à-dire ce passage de très 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 nombreux républicains et habitants de la Catalogne qui ont fui les combats en 1939. Et à nouveau, dans les années 60, une émigration qui est une émigration de travail, beaucoup, qui vient de ce côté. Et puis ensuite, la fin du franquisme, l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne et la création de l'espace Schengen en 1995 ont rendu ces passages possibles. Mais historiquement, en fait, notre territoire était un territoire de conflit entre l'Espagne et la France. Si on peut avoir cette vision-là, si la Catalogne a été séparée en 1659, c'est pour aussi contribuer à limiter la capacité de nuisance de ce territoire entre la France et l'Espagne. Normalement, depuis à peu près, disons, la fin de la guerre de succession d'Espagne, la France et l'Espagne étaient amis. Ensuite, il y a eu une invasion en 1792, d'autres éléments. Très récemment, en fait, la frontière a été, enfin, très récemment, pour un historien, pardon, a été fermée totalement fermée entre 1946 et 1948, au moment où la France essayait d'œuvrer pour faire chuter et disparaître le régime franquiste en Espagne. Ça a été un des objectifs de la diplomatie française des débuts de la 4ème République, que de faire disparaître ce régime, qui était un régime honteux à la suite de la victoire des forces alliées contre les nazis et les fascistes. Et la frontière a été totalement fermée à la suite de l'exécution de résistants de guérilleros espagnols qui avaient été résistants en France et qui ensuite ont été arrêtés en Espagne et exécutés. Alors, cette volonté de la France s'est arrêtée ensuite par le basculement dans la guerre froide, à tel point que même les franquistes pouvaient dire, mais vous voyez, nous étions les pionniers en Europe, nous avons lutté contre le communisme. Ce qui fait que le régime franquiste est rentré ensuite dans le monde de l'Ouest, on va dire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je pense, c'est vraiment quelque chose qui va à contre-courant pour moi d'une trajectoire qui allait vers se retrouver dans différentes échelles, à l'échelle de l'Europe, entre différents États, et qui permettait justement de renouer d'anciennes frontières qui ont des bases culturelles très fortes, par un emboîtement de différents éléments, permettre à l'Europe de créer en fait des zones de réconciliation dans un espace frontalier qui permettent de voir un avenir donc beaucoup plus positif. Et ce qui se passe récemment, on va voir ce que c'est que ce traité donc d'amitié franco-espagnol. Je pense qu'il est clair, mais
le député Andrieux le dira bien sûr beaucoup mieux que moi, que aujourd'hui le centre de gravité de l'Union européenne est en train de clairement basculer vers le nord-est, et que la France se sent le besoin de créer des forces importantes sur l'Europe latine. L'Italie, c'est pas facile en ce moment, je pense. Vous comprenez tous pourquoi. Donc la volonté actuelle est de donner des forces importantes à l'Europe méditerranéenne et l'Europe latine de l'Ouest, plutôt que de se retrouver finalement au large d'un centre de gravité européen qui serait centré sur l'Allemagne, la Pologne et la mer Baltique. Donc je crois qu'on voit très bien dans ce qui se passe aujourd'hui que ce sont les souverainetés étatiques là, qui prennent le dessus au lieu de s'appuyer sur la force, à mon avis, du projet européen, qui est précisément de réunir les peuples européens. Et il me semble que c'est une sorte que je dirais presque de mission de ces territoires catalans, que de montrer que justement les peuples européens peuvent donner un avenir positif à l'Europe par cette réunion, plutôt que de le scinder à ce point. Donc je pense que ce qui s'est passé hier va peut-être relativement aider, j'en suis pas certain, je suis assez sceptique, mais pourquoi pas. Peut-être que le député Andrieux nous dira son point de vue, qui est sûrement bien plus pertinent que le mien. Donc je vous donne la parole. Professeur, je crois que c'était important de placer ça dans une perspective historique, parce que c'est vrai que pour nous, c'est des cailloux au milieu de la route qu'on était habitués à prendre, mais ça va bien au-delà de ça, et que ce que vous a dit Ariane tout à l'heure, et ce que vient de vous dire le professeur Marty, c'est que quand même, il y a là un enjeu qui est un enjeu, à mon sens, de construction de l'Europe. Nous avons engagé un recours devant les tribunaux français, mais le premier argument que nous avons développé dans ce recours, c'est de dire que boucher un passage frontalier, ça allait à l'encontre des principes européens qui datent du traité de Rome, celui de la liberté de circulation des citoyens européens. Donc je crois que c'était important de le replacer, et merci à Nicolas Marty d'avoir accepté de venir jusqu'à nous, malgré la tempête qui s'est mise dehors, et de nous avoir donné cette explication. Alors je voudrais maintenant passer la parole à monsieur Andrieux pour qu'il nous donne sa vision européenne des choses, et peut-être une perspective. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller un peu plus loin? Merci. Merci Pierre. Monsieur le maire, je vous remercie de ton accueil dans ta belle commune. Maïté aussi, donc ancienne députée, nous avons cheminé ensemble donc quelques années, voilà. D'ailleurs avec Pierre aussi, dans une vie antérieure, lorsque vous étiez conseillers régionaux. On n'était pas dans les mêmes groupes politiques, mais comme quoi les frontières peuvent rassembler aussi. Et c'est pas ça l'important, il y a prescription maintenant, voilà. Et merci au professeur Nicolas Marty aussi d'avoir donné de la perspective donc, et de la symbolique finalement donc, à cette question de frontières et de l'ouverture. Et merci aussi aux copains d'avant, comme on dit, donc voilà, que je retrouve ici. Et merci à vous toutes et à vous tous d'être aussi nombreux, d'abord. C'est à la fois rassurant et inquiétant, au moins aussi rassurant qu'inquiétant finalement, voilà, parce que le sujet est d'importance et pour moi il est grave. Voilà, je vais vous en dire quelques mots. Et merci d'avoir créé cette association, Pierre, qui est importante, parce que c'est aussi un acte citoyen. Et je pense que lorsqu'on est élu, qu'on soit élu local, national ou européen, on a besoin aussi d'avoir cette dimension-là de l'emprise territoriale. Comme ça a été dit tout à l'heure, plus on s'éloigne du territoire, plus on méconnaît les réalités, par définition. Et malheureusement, celles et ceux qui font la loi, et j'appartiens à cela au niveau de la loi européenne, on est trop loin souvent de nos territoires. Mais comme Pierre l'a dit, je suis un Gavache, donc des Corbières, vous avez fait allusion, donc pas de très loin. Et j'ai eu une vie antérieure au mandat de député européen, parce que j'étais élu local longtemps, maire, département, région, donc voilà. Et donc ces notions de territoire ne sont pas étrangères, évidemment, donc dans la pratique législative. Mais moi je voudrais démarrer mon propos en vous disant de façon très claire que ce qui a été dit hier à Barcelone, c'est mon point de vue, et je vais le développer
développer rapidement. Déjà, vous êtes tous plus ou moins au courant de la situation, et j'en suis certain. Et ce qui a été dit hier à Barcelone par le président de la République, pour moi, le président Macron, c'est un mensonge d'État. Voilà. Lorsqu'il dit « nous respectons la France scrupuleusement Schengen », c'est faux. Je ne sais pas comment on peut dire ça à cette échelle-là de responsabilité, parce que le président de la République, il ne fonctionne pas tout seul. Je vous ai dit qu'il est au courant de la situation. Sincèrement, ça, et je ne suis pas un juriste, contrairement à Pierre, donc, qui est alors averti donc, et au fait de la situation. Mais lorsqu'on lit à minima les articles qui nous intéressent sur Schengen, il y a deux articles majeurs, le 25 et le 27, la France s'inscrit en faux par rapport aux articles-là, et sans avoir beaucoup de droits. Donc je ne comprends pas, sincèrement, comment on peut affirmer ce type de propos dans un sommet international alors qu'on est en contradiction avec les textes. Et ça, c'est un sujet dont vraiment on va le saisir, donc tout à l'heure encore plus fort, donc, parce que je trouve ça d'abord difficilement acceptable du point de vue du droit et difficilement acceptable du point de vue du respect et l'éthique, hein. Donc quand même qui, pour le moins, guide nos engagements politiques. Et là, on n'est pas de politique, c'est pas une question de couleur politique, c'est une question de droit et de justice et de respect finalement de ce qui se passe sur les territoires. Et là, je vous rejoins, plus on s'éloigne, moins on est au courant. D'ailleurs, ça a été un témoignage intéressant en début de séance. Moins on connaît cette réalité-là. Ce que je veux vous dire, donc, tout simplement, c'est que cette histoire-là, mais vous savez, je ne sais pas trop si je dois rentrer sur le calendrier de ce qui s'est produit, et quelques mots sur les articles, et où on en est des démarches produites au niveau européen. Puisqu'on a encore agi cette semaine, comme tu l'as dit Pierre, de plus de 30 députés européens, où on a saisi le président de la République française par un courrier, ainsi que Pedro Sanchez, donc le chef d'État espagnol, pour les informer de façon très argumentée de la situation, à la fois sur le droit, sur la réalité historique de ce que représentent ces parcours-là, donc ces traversées-là, et la réalité socio-économique, puisque ici tout un chacun sait pertinemment ce que ça représente en termes d'impact et d'incidence dans la quotidienneté des gens qui travaillent sur la frontière. Et lorsqu'on a travaillé sur le transfrontalier, lorsqu'on a travaillé sur les programmes Interreg, que cela, on sait ce que ça veut dire et on sait comment. Donc c'est le cas ici, comme c'est le cas dans toutes les frontières, donc au niveau européen, donc la dynamique qui est imposée. Donc ce que je veux dire juste, c'est que, pour rappel historique rapide, l'histoire démarre finalement, et j'ai repris les faits, donc le 2 octobre 2020, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça fait juste un peu plus de 2 ans, voilà, où la France a notifié à la Commission européenne le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières intérieures. Donc du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Et les textes de Schengen sont très clairs, la durée maximale. Donc, sur une première étape de contrôle aux frontières, on ne parle pas de fermeture de frontières. La fermeture est interdite, en tous les cas, n'est pas autorisée. On parle de contrôle, donc c'est 6 mois maximum, et renouvelable jusqu'à 2 ans maximum, dès lors qu'il y a des éléments probants qui montrent qu'on est confronté à une situation grave, je parle de contrôle des juristes, donc devant ces faits-là. Or là, on est à plus de 2 ans, on a dépassé les 2 ans, on est même plus dans les 6 mois, on a dépassé le maximum du maximum, si vous voulez, autorisé. Et on ne parle pas de contrôle aux frontières, on parle de fermeture de frontières. Parce que c'est de ça dont il est question. Donc, et lorsqu'aujourd'hui, donc je ne vais pas rentrer dans les articles, je répondrai aux questions tout à l'heure, parce que ça va être lassant pour la plupart, mais ça commence en octobre 2020. Et donc depuis octobre 2020, l'étape suivante, ça a été celle donc, du 5 novembre 2020, où le président Macron, lors d'un déplacement au col du Pertus, donc, s'est dit favorable à une refondation effective. C'est dit favorable à une refondation, je précise et je pèse mes mots, donc, des règles régissant l'espace Schengen. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elles se changent dans l'instant. D'accord? Ça veut dire qu'un processus s'engage. Et la troisième date que je trouve assez importante et assez cocasse, c'est que le 8 janvier 2021, vous voyez, octobre, novembre, janvier 2021, c'est la date où le préfet des Pyrénées-Orientales a pris donc l'arrêté de fermeture sur les 2 menaces conjointes, celle du terrorisme et celle des mouvements secondaires de migrants. Nous l'avons saisi, nous sommes à jeun d'avoir eu des éléments tangibles qui ont accéléré ce processus-là, tant en matière de terrorisme qu'en matière de migrants.
Alors peut-être vous, l'association, vous avez des éléments réels qui vous ont été fournis. Dans tous les cas, nous, à notre niveau de parlementaire, on n'a pas eu ces éléments-là. J'ai saisi le 27 octobre, donc je ne sais plus, je vais regarder, 2022, voilà, autant pour moi, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin. Alors ça aussi, c'est un sujet quand même qui est assez préoccupant, donc 22 octobre 22, donc voilà, sur les mêmes éléments, pour expliquer la situation, à la fois les faits, la légèreté des faits, les motifs qui sont assez légers, puisqu'il n'y a pas d'éléments probants. On est parlementaire de la République, même quand on est député européen, on a un devoir d'attendre des ministres de la République et ils répondent à notre saisine, parce qu'on est élu au suffrage universel, donc direct, et on vous représente, on est censé vous représenter, on fait au mieux, mais c'est pas toujours simple d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, ça devient assez donc cocasse, puisque la lettre est argumentée autour des motifs, qui pour moi sont vraiment fragiles, donc je le redis, sur la base juridique, j'y reviens, parce que la base juridique qui argue la fermeture des frontières est également donc fragile, les atteintes à l'histoire du territoire, et j'y reviens, ce que vous évoquiez tout à l'heure en disant, voilà, mais ces passages-là ont une histoire réelle pour les populations locales, donc on peut remonter au passage des Juifs, on peut remonter donc comment dire, la retirade, et on sait bien ce que ces colons ont représenté pour nos populations, des deux côtés de la frontière. Donc, c'est l'entrave à l'économie locale, je le redis, et mes courriers sont articulés autour de ça, en disant voilà ce qui se passe réellement, parce qu'on a eu des éléments que d'ailleurs vous nous avez fournis pour la plupart, donc, et là-dessus, évidemment, des éléments de sécurité. Et là-dessus, sur un courrier du 22 octobre 2027, le ministre de l'Intérieur n'a pas eu la décence de répondre, même pas par un accusé de réception. Donc ce que je vous dis qu'on a du mal à vous représenter, ça pose aussi un vrai sujet, quand même, donc, dans la construction de la République, parce que c'est pas normal, je le dis ici, donc, et donc, de ce fait, nous avons continué donc à saisir la Commission européenne. Donc j'ai encore revu oralement la Commissaire européenne cette semaine-ci, donc à Strasbourg, qui, ma foi, donc, m'a pas semblé très allante sur la question, donc j'ai dit que j'allais prendre rendez-vous formel là dans la semaine qui vient, parce que je trouve qu'il appartient aussi à la Commission de faire respecter le droit, donc c'est un minimum, donc, et nous avons saisi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc par cette lettre missive, co-signée par plus de 30 députés européens, de toutes nationalités, les deux responsables nationaux, pour évoquer la question. Et donc, on espère bien que les choses vont vraiment bouger. Ce qui s'est dit hier à Barcelone, sur la fameuse histoire des brigades, qui est assez cocasse finalement, parce que si les brigades se mettaient en place, ça serait bien un révélateur, comme quoi l'histoire des cailloux, excusez-moi de les appeler comme ça, est une solution pour le moins qui n'est pas efficace. De fait, vous avez vu, vous connaissez bien les lieux, vous, donc vous savez bien comment ça se passe. Ça n'empêche pas les gens de passer. Ni à pied, ni à vélo, ni à moto, ni à cheval, ni en 4x4. Donc c'est un leurre. Pourquoi ce que je n'arrive pas à saisir, et j'ai saisi donc, dans les courriers à la fois le ministre de l'Intérieur et le président de la République, mais nous avons saisi, donc, c'est la question du sens. Pourquoi? C'est aussi bête que ça. Je ne comprends pas. Quand on comprend le pourquoi, on peut avoir des éléments d'explication. On peut ne pas être d'accord. Ça fait partie d'un débat. Et donc on ne comprend pas le pourquoi. Ça interroge, comment dire, le sens même de l'engagement politique. Voilà ce que je voulais vous dire où nous en sommes aujourd'hui. Donc ce courrier est parti cette semaine. Les députés, un bon nombre, sont mobilisés des deux côtés de la frontière. Il y avait beaucoup de parlementaires et catalans. Et malheureusement, ni Pierre ni M. le maire ne pouvaient être là cette semaine. Vous étiez attendus, donc voilà. Vraiment. Et voilà, parce que j'aurais bien compris le pourquoi de votre désistement. Voilà, bien sûr. Et c'est vrai qu'au niveau du Parlement, les choses sont en train de prendre une belle dimension, je trouve. Parce qu'au-delà de l'aspect Banyuls, tu l'as dit tout à l'heure, Pierre, la politique, au sens de la vie de la cité, finalement, est aussi faite de symbolique. Et je crois que c'est ça qui est important. Il faut, pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer, donc, il ne faut pas hésiter à faire appel aux symboles. Vous l'avez fait dans vos propos introductifs. Et je pense que c'est important qu'il y ait une telle mobilisation aujourd'hui. Sincèrement, parce que ça participe de la prise de conscience. Je le redis donc, je crois qu'il faut vraiment, vous ne lâchez pas, si je peux me permettre, donc, et on est dans la réciprocité, parce que c'est important d'avoir aussi cette présence-là, parce que ça nous encourage aussi à poursuivre, du point de vue donc, de nos fonctions, le combat qui s'est engagé. Voilà. Et moi, j'ose espérer que très vite, les choses vont se résoudre
et qu'on ne va pas attendre le mois de juin avant que les routes se réouvrent et que ces cailloux, excusez-moi de le dire comme ça, donc soient retirés pour permettre à nouveau le passage. Voilà, Pierre, ce que je pouvais amener comme témoignage de ce que nous essayons de faire pour accélérer le processus. Et il est vrai que nous avons bien pris la mesure, je le crois, donc, de la difficulté que vous pouvez rencontrer ici. Mais au-delà de la faute juridique de Banyuls, c'est un acte posé pour l'ensemble des frontières donc, à l'échelle européenne. Donc, et là, je ne vais pas rebondir un petit peu sur ce que vous avez évoqué. Et moi, je crois effectivement qu'on est dans un moment fort de l'histoire européenne et que cette action symbolique est désastreuse. Parce qu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé que le monde tel que nous sommes, il est plus bipolaire, ça c'est clair, donc il est multipolaire, et que l'Union européenne, plus qu'hier, peut avoir un rôle à l'échelle intercontinentale, un rôle de régulation majeur dans ce qui se produit. Et que du coup, il faut qu'on en prenne cette dimension-là, et que nous, ce qui nous concerne, en étant en Banyuls ou en tous les cas sur la Méditerranée, et vous l'avez dit finalement entre les lignes, ou entre les mots de vos propos, l'enjeu méditerranéen, il va être majeur dans les décennies à venir, nous le savons. Lorsqu'on parle de climat aujourd'hui, on ne réglera pas le climat à l'échelle d'une région, d'un État, donc on le réglera à l'échelle de l'intercontinental. Donc, le climat va amener des migrations. Donc, si aujourd'hui, au moindre doute sur la migration, on commence à fermer les sentiers par les cailloux, ce qui va devenir dans les années qui viennent, ça va être d'une autre nature. Parce que si ça se réchauffe, comme ça se réchauffe, vous le savez actuellement, il y a des continents comme le continent africain, vous le savez, qui seront des zones non vivables. Et c'est pas en n'anticipant pas ce qui va devenir qu'on va y amener des éléments de réponse. Et si on y répond comme on le fait dans cette situation-là, je dois vous avouer que je suis très inquiet pour le modèle qui nous régit, qui est le modèle démocratique. Et qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui se posent à nous d'ordre géopolitique, donc en matière de climat, en matière sanitaire, en matière de conflit. Ce qu'on vit aujourd'hui en Ukraine, c'est pas si loin d'ici. Donc ça veut dire que et ces questions-là, nous les réglerons dès lors que l'Union européenne, dans son ensemble, sera forte. Et c'est vrai que le barycentre de l'Union européenne s'est déplacé ces dernières années, et il va continuer à se déplacer, parce que l'Europe va s'élargir de fait, même si elle doit être approfondie aujourd'hui, mais la question des Balkans est posée aujourd'hui, et on voit bien aujourd'hui comment on va pouvoir réagir face à la Chine, face à l'Inde, face au Brésil, face aux États-Unis. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit un continent qui pèse, si on veut pouvoir, donner des normes, ou imposer, mais en tout cas négocier sur des modes de régulation à l'échelle internationale. Et si on a peur de nos frontières, ça va devenir un vrai problème. Et l'Europe ne va pas se renforcer, de mon point de vue, elle va se fragiliser. Et si le signal de la France, parce que c'est les questions que je me suis posées, mais je n'ai pas la réponse, c'est aussi de dire par rapport à l'Espagne, c'est pour ça que j'étais très intéressé par l'échange qu'il y a eu hier, mais finalement il ne s'est rien dit de ce point de vue-là, c'était de dire, occupez-vous de votre frontière du Sud. Donc, c'était aussi ça que j'avais cru comprendre aussi de certains propos que j'avais entendus. Donc, par rapport à l'aspect de la migration, mais les frontières du Sud de l'Espagne, les amis, j'ai envie de dire, c'est les frontières de l'Europe. Ce n'est pas les frontières de l'Espagne. Et que donc là, effectivement, on ne parle pas de la même chose. On ne peut pas se permettre de bloquer la frontière nord donc de l'Espagne et sud de la France, donc, sous prétexte qu'on est inquiet sur la capacité de l'Espagne à contrôler sa frontière sud. Parce que la frontière sud de l'Espagne, c'est à l'Europe qu'il appartient de la contrôler. Donc, on ne parle pas des mêmes choses. Et donc hier, on a senti qu'il y avait des non-dits dans cette rencontre-là. Et nous, je pense que notre responsabilité, elle consiste en fait à faire en sorte que les non-dits deviennent des dits réels. Et qu'on prenne nos responsabilités politiques à chaque échelon. Vous la prenez au niveau local, monsieur le maire, à nous de la prendre au niveau européen, et que l'État français respecte le droit au plus haut point, parce que c'est de sa responsabilité. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le président. Merci monsieur le député, pour ce discours où on a senti la sincérité avant toute chose. Et surtout pour nous amener cet éclairage. C'est pas juste notre problème du col de Banyuls, c'est un problème qui est bien plus vaste et qui nous concerne tous et qui nous concernera tous dans l'avenir. On va passer aux questions, mais avant de passer aux questions, il y avait un auditeur de Cerdagne qui souhaitait préciser, alors si tu veux t'approcher, viens ici après, qui va vous dire un mot de la situation des points de passage en Cerdagne. Bon, d'abord, un premier point, j'ai été quand même
je réside en Cerdagne une partie de l'année, une grande partie de l'année, et donc je connais très bien le problème des passages transfrontaliers, puisque moi-même, je suis un usager assidu. Je vais à Puy-Cerda, j'habite à Tour de Carol. Il y a un des points de passage qui est concerné par l'arrêté préfectoral de janvier 2021, et c'est le seul point en Cerdagne qui soit réellement fermé. Quoi qu'en dise M. Furcy, parce que M. Furcy, lorsqu'il envoie une lettre de réponse à cette problématique qui a été posée par la communauté de Cerdagne, la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, dont le siège est à Saint-Gauze, le président de cette communauté, M. Armengol, donc lui a posé la question lors d'une rencontre qu'il a eue avec les maires de la communauté de communes il y a un peu moins d'un mois. Et M. Furcy a eu l'outrecuidance de répondre qu'à l'heure actuelle, il n'y avait que 2 passages qui étaient fermés en Cerdagne, alors qu'en fait, il n'y en a qu'un seul. Il ose écrire ça à l'intention de M. Armengol et de ses collègues de la communauté de communes, qui savent très bien qu'il n'y en a qu'un seul. Alors, lors du premier confinement, il y a eu beaucoup de points de passage qui ont été fermés spontanément, parce qu'il fallait établir une sorte de cordon sanitaire. Mais au mois de juin 2020, tous ces points de passage ont été ouverts. Il faut savoir qu'en Cerdagne, il y en a beaucoup de points de passage, puisqu'il y a la frontière, mais en plus, il y a l'enclave de Livia. Il y a beaucoup de routes asphaltées ou des routes non asphaltées carrossables qui franchissent cette frontière entre la France et l'Espagne, y compris l'enclave de Livia. Donc, au mois de juin 2020, ils ont tous été ouverts. Et puis, il y a eu ce qui a été évoqué, le discours de Macron au Pertus, puis cette prise de décision qui a entraîné effectivement un arrêté préfectoral en janvier 2021. Et en Cerdagne, à notre grande surprise, il y a eu 2 points frontières qui ont été évoqués, qui ont été visés par cet arrêté. C'est la route asphaltée entre Palau de Cerdagne et Puy-Cerda, et la route asphaltée entre la Tour de Carol et Puy-Cerda via la Vignole. 2, alors qu'il y en a plusieurs dizaines. Alors, déjà, il y a une décision de cet arrêté qui est arbitraire et qui, finalement, ne correspond strictement à rien. Il n'empêche que, pour les habitants des communes d'Arvède de Carol, les habitants d'Océja, de Valsemoyère, de Palau, eh bien, c'est une gêne quand on veut aller à Puy-Cerda, ou se rendre même dans notre village, de l'autre côté de la frontière, entre la France et l'Espagne. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les choses ont évolué. À notre grande surprise, au printemps 2022, le point de passage de Palau de Cerdagne a été entièrement ouvert. Je dois dire aussi qu'il y avait des panneaux indicateurs qui indiquaient que la frontière était fermée à 2 ou 3 km. Dans le cas de Palau de Cerdagne, ces panneaux avaient été enlevés en même temps que les plots bétonnés qui bloquaient le passage frontalier entre Palau et Agde et puis Cerda. Donc on avait aussi enlevé cette signalétique. Théoriquement, il est toujours fermé, puisque l'arrêté est toujours en vigueur. Donc il y a un premier paradoxe. À la Vignole, ce sont des agriculteurs qui en ont pris l'initiative, puisque comme ils ont des champs de part et d'autre de la frontière, ils ont débloqué le passage de la Vignole, et il y a une chicane qui est ouverte. On s'en est accommodé à partir du mois de juin 2022 jusqu'au mois de novembre 2022. On passait, et même il y avait des contrôles de douane. La douane française a contrôlé des gens qui venaient d'Espagne à travers cette chicane. Moi-même, je suis passé devant ces douaniers, ils ne m'ont pas contrôlé, mais ils étaient en train de fouiller attentivement une voiture. Donc voilà ce premier point. Et on a eu la surprise, il y a moins d'un mois, de voir le passage à Vignole entièrement bloqué, de façon encore plus hermétique qu'il ne l'était. Et à la suite de ce blocage, M. Furcy, qui a fait ce voyage en Cerdagne, qui a été donc saisi par M. Armengol, le président de la commune, lui a répondu par une lettre. J'en ai la photographie, je pourrais vous la communiquer si vous voulez. Il répond en disant qu'il y a 2 points frontières qui sont toujours bloqués. Donc il ment, ou alors il ne le sait pas, et en tout cas, il ne veut pas tromper les élus de Cerdagne qui savent très bien qu'il n'y en a qu'un seul. Donc voilà la situation à l'heure actuelle. Donc en Cerdagne, 2 points de passage théoriquement fermés.
en vertu de cet arrêté préfectoral, un seul en réalité. Voilà ce que l'on peut dire. Alors, une chose également, c'est qu'en Cerdagne, nous n'avons pas eu la réaction institutionnelle de la part des municipalités qu'il y a eu ici à Banyuls. Il y a eu une réaction timide de la part des élus locaux. Moi-même, j'ai dû contacter la première adjointe d'Adon de Carole pour lui dire que quand même, il serait quand même opportun de prendre une délibération pour protester. Ils ne l'ont pas fait, je tiens à le dire. Dans la commune voisine d'Anvers, ils ne l'ont pas fait, et aucune commune de la communauté de Cerdagne ne l'a fait. Je crois qu'ils se sont contentés d'évoquer le problème lorsque le préfet est venu, il y a 3 semaines, les visiter à Sayagouz. Merci, M. Valal. Pour rebondir, je voudrais dire, vous le savez probablement tous si vous êtes adhérents, que toutes les communes de la Côte-Vermeille, nous bien sûr, mais également Cerbère, Port-Vendre, Coyour, Argelès, Memel, Sorède, ont pris des délibérations à peu près dans les mêmes termes pour demander que la situation soit reconsidérée. Toutes les délibérations ont été prises à l'unanimité. La communauté de communes Albert-Côte-Vermeille, donc les 15 communes Albert-Côte-Vermeille, a pris une délibération également à l'unanimité en ce sens. Tout ça, bien entendu, a été transmis à M. le préfet Pyrénées-Orientales, donc les collectivités locales ont pris leurs responsabilités à cet égard. Et pour être tout à fait complet, je voudrais vous donner une autre petite information qui est un peu amusante peut-être. Il y a un autre col qui est fermé, c'est le col de la Manreille sur la commune de Morias. Il y a effectivement des cailloux qui sont en travers de la route, il y a des habitants, des originaires de Morias qui sont dans la salle. Il se trouve qu'à côté du col de la Manreille, il y a une propriété qui appartient à un particulier, un homme qui a une forte personnalité, pour ne pas dire la tête dure, qui a dit que lui, ça ne lui allait pas, donc avec son tractopelle, il a fait une route par chez lui, et donc on passe par chez lui, et le maire de Morias dit, mais ça c'est une propriété privée, c'est pas de ma compétence, donc je ne peux pas intervenir. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que la commune de Morias ne s'est pas jointe à notre association, parce qu'il dit, tant qu'on n'en parle pas, ça me va bien. Bon, voilà. Ça c'est de la réalité locale. Voilà, donc voilà à peu près l'exposé de la situation à l'heure actuelle. Je voudrais maintenant que des questions puissent être posées, donc les journalistes en premier lieu, et ensuite on fera circuler le micro dans la salle. Antoine Gasquet, Semaine du Roussillon, et je voudrais dire que nous avons eu de la part de la presse locale, en particulier La Semaine, mais également l'Indépendant, France Bleu, FR3, enfin tous les médias locaux, un soutien sans faille. Je voudrais saluer le travail que fait le correspondant de l'Indépendant sur Banyuls, qui a été avec nous depuis le début, parce que pour qu'on puisse exister, on a vraiment besoin du soutien de la presse locale, et que de ce côté-là, très franchement, on a eu un soutien important. Voilà, Antoine, si tu veux ouvrir le feu des questions. Une première, enfin deux questions en fait. La première à Andrieux, qui concerne... Ça va là? Non. Et là, bon, la question c'est, est-ce qu'en Europe, vous avez connaissance de ce type de problème sur d'autres frontières? Alors, sur les cailloux, donc, je dois avouer que ça c'est vraiment à ma connaissance. Je n'ai pas fait le tour de toutes les frontières d'Europe, voilà, intérieure, mais la réponse est non. Pour l'instant, il y a d'autres sujets, vous savez que sur le volet italien, il y a eu des gros soucis, donc, mais le fait de bloquer physiquement les côtés italiens, les côtés italiens, il y a eu vous savez, comment dire, il y a eu de l'autogestion, donc de l'autorégulation donc physique, hein, donc avec des groupes donc, qui sont intervenus, c'était plutôt une approche très politique donc, intervenue, mais du point de vue physique, barrer les frontières avec des cailloux comme ça pour empêcher le passage, à ma connaissance, non. On a compris qu'il y a une méconnaissance de la part de l'État français de ce qui se passe sur le terrain, et à nos frontières en particulier. Au niveau de l'Europe, c'est encore plus loin. Quelle est la vision des députés européens de cas frontaliers comme le nôtre? Alors, c'est une bonne question, parce que le mandat du député européen, alors je ne vais pas m'embarquer trop là-dessus, mais a changé, puisque donc quand tu y étais, on a été élus pendant des années. Moi je suis arrivé au Parlement en 2012, donc on a été élus sur des grandes circonscriptions régionales.
Donc nous, on était élus sur la circonscription sud-ouest. Ça faisait la région Languedoc-Roussillon, l'ancienne, donc, hein, j'ai bien dit Languedoc et Roussillon, je ne me suis pas trompé, d'accord. Donc voilà, c'était Midi-Pyrénées, l'ancienne région Midi-Pyrénées et l'ancienne région Aquitaine. Et du coup, notre mandat, la circonscription d'élection, elle était territoriale. Et de fait, on était beaucoup plus sur les territoires que ce qu'on est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, depuis 2019, nous sommes passés à un mandat national, c'est-à-dire qu'il y a une liste. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien vous avez de députés européens qui vous représentent, qui sont censés vous représenter, députés européens français, donc qui sont censés vous représenter au Parlement européen? 79, allez, on ne va pas souffrir longtemps comme ça, donc il y a 79 députés européens, tout groupe confondu, toute appartenance politique confondue, qui sont censés vous représenter au sein du Parlement européen. Et donc le fait que la liste soit nationale, moi je le vis parce que j'ai vécu les deux mandats, effectivement, donc, fait qu'on est appelé un peu partout en France, ça va de la Bretagne, au nord de la France, à l'est, voilà, donc, et que du coup, on est moins présent sur les territoires. D'abord, on légifère, on a un devoir de légiférer, dont notre présence elle est nécessaire au niveau du Parlement. Bon, c'est 3 semaines à Bruxelles et 1 semaine à Strasbourg, pour faire vite. Comme on l'a dit Pierre, je suis rentré dans la nuit, ce coup-ci, c'est assez particulier, mais bon, mais on est là. Et c'est vrai, pour répondre à ta question, je reconnais que ce mandat-là, on est moins enclin à faire du territoire. C'est-à-dire, donc, moi, par le passé, Serge, mon collaborateur qui est là, qui m'accompagne, je faisais du lundi au jeudi au Parlement, et le jeudi, j'arrivais à Toulouse, et je faisais un département par semaine, où j'allais à la rencontre des acteurs. Moi, je suis sur le secteur plus agricole, hein, les agriculteurs, le préfet, les élus locaux, et Jean-Marie Le Séville, je suis venu à plusieurs reprises ici à Banyuls, donc, Jean-Michel, pardon, donc à Banyuls, sur la question de la viticulture en particulier, on s'est vu à plusieurs reprises. Donc voilà, donc, effectivement, mais aujourd'hui, c'est moins le cas, et je dois avouer que ce mandat-là, avec la circo nationale, par rapport au territoire, c'est un sujet. Voilà, alors, en ce qui me concerne, j'ai eu le privilège et la chance d'avoir une vie antérieure au mandat européen, parce que j'ai été maire, j'ai dit tout à l'heure, conseiller départemental dans le département voisin, puis conseiller régional, donc les territoires ne sont pas, comment dire, étrangers, hein, mais celles et ceux qui arrivent là, au niveau de mandat européen, d'ailleurs c'est vrai pour le mandat français aussi, hein, et qui n'ont pas d'emprise territoriale préalable, c'est un sujet aussi donc, qui se pose, sur la connaissance des réalités territoriales. Une dernière question pour moi. On a une Europe qui est fragilisée ces derniers temps. On a vu le Brexit, on a vu les volontés en Italie aussi de quitter ou de s'éloigner de l'Europe un petit peu. Dans cette situation un peu fragile de l'Europe, est-ce que le problème catalan, le problème indépendant catalan, ça joue un petit peu sur les décisions de l'Europe, et en particulier celle de taper un peu sur les doigts de la France à cause du non-respect des règles du traité de Schengen? Non, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de lien avec l'enjeu. Je sais bien que vous avez eu la visite de ce qu'on appelle les régionalistes, donc catalans, que j'aime bien par ailleurs, hein, d'être co-signataires de courrier qu'on a envoyé. Et moi, je les ai alertés, parce qu'on se connaît évidemment, tout autant que nous sommes, en disant attention, ne faisons pas une cause régionaliste, c'est pas l'objet, si je peux me permettre. Donc, hein, et c'est pas ça qui fait que la frontière a été fermée. C'est pas cette question-là. Je ne peux pas l'imaginer d'ailleurs, et sincèrement, c'est pas ça. La question, elle est la question de la frontière entre la France et l'Espagne. Voilà, d'ailleurs, dans le courrier que vous avez écrit la première fois, c'était entre la France et la Catalogne. Moi, je pense, si je peux me permettre, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. L'enjeu est ailleurs. L'enjeu, il est un enjeu de droit. Donc, de respect du droit et des règles. Voilà. Et que donc, alors après, la question de la catalanité, c'est une autre question, d'une autre nature. Mais c'est pas la même, c'est ma lecture, hein, donc, que celle qu'on rencontre là, avec la fermeture des frontières. Je ne pense pas, dans le cas du point de vue de l'Union européenne, c'est pas du tout comme ça que les choses sont vues. Il y a un autre sujet de débat, mais ça, c'est une autre problématique. On peut en débattre d'ailleurs à loisir, mais c'est pas le sujet, sincèrement, que vous rencontrez aujourd'hui avec la fermeture ici, donc sur la commune, sur les communes hein, de la chaîne des Pyrénées. D'autres questions? Bonjour, Alice Favre, Made in Perpignan. Du coup, moi j'ai 2 questions. Comment expliquez-vous si, en effet, la base juridique, comme vous l'avez démontré, est fragile sur la base juridique de ces arrêtés est fragile et si ça contrevient au principe même de Schengen, comment expliquez-vous que la Commission européenne tarde autant à se positionner
et à réagir à ces fermetures. Et ma deuxième question, ça sera pour Monsieur Beck, c'est est-ce que vous pourriez faire le point sur le recours entrepris par l'association et si vous avez des nouvelles? Voilà. Merci. Alors, l'explication, j'espère que je l'aurai dans les jours qui viennent, parce que la commission, pour l'instant, alors là, je ne vais pas répondre à la place de la commission, hein, mais je pense qu'il y a eu un sujet, il y a eu la présidence française du Conseil. La France a présidé pendant 6 mois, donc, le Conseil de l'Union. Donc voilà, le Covid n'est pas pour rien aussi dans cette prise, parce que ça a été une révolution dans nos méthodes de travail, hein, au niveau européen. Vous imaginez, dès que le Covid est arrivé, on a tous été, mais comme tout un chacun ici, donc consignés à résidence. Et voilà, chez soi. Il a fallu, pour autant, la vie continue, donc il a fallu organiser. Je ne cherche pas d'excuses, hein, la Commission. Donc, et là, on est sorti de tout ça. On est sorti de la présidence française, parce que quand il y a un pays qui préside le Conseil de l'Union, ben, l'attitude de la Commission par rapport au pays président, ben, voilà, c'est de notre nature, c'est comme ça que les choses se passent. C'est pas le seul sujet d'ailleurs sur lequel on s'est trouvé en conflit avec la Commission et l'État français. Il y a des bon nombre de sujets ont, de mon point de vue, régressé à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, la question, c'est qu'on est sorti de tout ça. Donc, du Covid, on est juste borderline, comme on dit en occitan. En catalan, vous ne parlez pas comme ça tellement, mais voilà. Mais donc voilà. Et là, il faut qu'il nous donne une réponse. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, moi j'ai croisé avec une amie députée donc, qui est sur la partie jury, donc, parce que moi je suis passé par, mais vous savez, on est très spécialisé au Parlement européen, dans des secteurs précis. Et donc cette semaine, on a croisé la commissaire. Et donc nous avons pris date pour un rendez-vous dans les jours qui viennent, j'espère, donc, hein, pour savoir justement pourquoi. Je n'ai pas la réponse formelle, la Commission n'est pas intervenue de façon rigoureuse là-dessus, parce que, je le redis, aujourd'hui on a dépassé tout le cadre légal. Schengen, c'est 32 jours, on peut contrôler les frontières, si vous voulez, intérieures, c'est 30 jours, plus 30 jours. S'il y a donc preuves, éléments probants qui montrent que le danger est réel, alors le danger il faut qu'on le prouve, donc hein, on peut aller jusqu'à 6 mois. Alors que la France, dès le départ, au mois d'octobre, la première fois, avait fermé, avait contrôlé, avait annoncé à la Commission de contrôler pendant 6 mois, alors que normalement, on fait d'abord ces phases préliminaires, et dès lors que le danger vraiment est prouvé, on peut aller jusqu'à 2 ans. Et aujourd'hui, la question qu'on a posée au préfet, c'est quels sont les éléments du danger, en termes de migration ou en termes de terrorisme. Alors on a entendu des rumeurs sur la drogue, etc., mais à ma connaissance, en tous les cas, moi je n'ai pas d'éléments réels qui justifie qu'on puisse aller jusqu'à la date extrême des 2 ans. Et là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce qui est encore nous avons dépassé les 2 ans. Donc on est vraiment... c'est pour ça que je ne suis pas en colère, mais je suis dans l'interrogation des propos de notre président de la République d'hier, qui dit de façon très claire, nous avons scrupuleusement, c'est des termes quand même qui vous choquent, respecté Schengen. Non. Et c'est pour ça que je le redis, je parle de mensonge d'État. Alors voilà, c'est des grands mots peut-être, mais je pense que, excusez-moi, je m'associe à votre quotidien, mais on ne mérite pas ça, quoi. C'est ça que je veux dire, voilà, donc, et ça c'est un sujet. Donc il faut que la Commission nous dise, donc, et c'est la prochaine, on les a saisis. Vous savez, le problème de la Commission, j'arrête là-dessus, mais Maïté connaît bien ça, quand on saisit la Commission par des questions écrites, c'est notre pas cavalier législatif, notre façon de travailler, c'est rare qu'ils répondent à la question, si vous voulez. Donc voilà, ça c'est notre quotidien, donc il faut aller les voir, il faut comprendre précisément ce qu'il en est. Voilà, parce qu'ils sont l'exécutif, c'est eux qui doivent faire exécuter donc, la loi européenne. De vraies questions, malheureusement, je n'ai pas la réponse précise. Oui, alors je vais essayer de vous répondre sans être trop ennuyeux, mais il y a quelques étapes. Alors je rappelle ce qu'il en est. Quand il y a une décision administrative, l'arrêté préfectoral en est une, cette décision administrative peut être attaquée dans le délai de 2 mois qui suit la publication de la décision. Bon, pour X raisons, nous n'avions pas constitué l'association, nous pensions que ça ne durerait pas, ça n'a pas été fait dans les 2 mois suivant l'arrêté préfectoral, on aurait dû le faire donc en mars 2021, ça n'a pas été fait. Quand nous avons fait l'association en juillet 22, il fallait donc de quelque manière réouvrir le délai. Donc on a adressé le 4 août 22, notre avocat, Maître Bonnet, a adressé un courrier de mise en demeure au préfet en lui demandant
de reconsidérer la situation. Une lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet n'a jamais répondu, et donc la loi dit que dans un silence de 2 mois après la réception de la lettre, donc 4 septembre, 4 octobre, à partir de cette échéance-là, s'ouvre un nouveau délai dans lequel on peut faire le recours. On a réouvert le délai du recours contentieux. Donc les 2 mois, c'était à partir du 4 octobre. Il a fallu le temps qu'on mette en place le dispositif, etc. Le recours, alors je vous le dis de mémoire, mais on l'a, je le dis au passage, on a mis tous nos documents sur une clé USB, ou sur plusieurs clés USB, et si certains d'entre vous souhaitent des documents, il suffit de nous les demander, on pourra vous les communiquer, vous faites la demande auprès de l'association, par Internet, on les communiquera. Donc le recours a été inscrit auprès du tribunal administratif de Montpellier, donc juridiction française, parce que on ne peut pas directement aller devant les juridictions européennes, il faut d'abord épuiser les voies de recours dans l'État en question. Donc tribunal administratif de Montpellier, ça s'appelle un recours pour excès de pouvoir, qui est banalissime, et donc on l'a déposé, je crois que c'est le 24 novembre, ou peut-être le 23 novembre, voilà, bon. Donc ça a été enregistré. À partir de là, l'État, puisque le recours est contre l'arrêté préfectoral, mais c'est contre l'État, l'État se voit impartir par le greffier du tribunal un délai pour pouvoir déposer une réponse. Donc le délai en général est de 4 mois, donc 23 novembre, 23 décembre, 23 janvier, 23 février et 23 mars. Pour l'instant, ils n'ont pas épuisé le délai. Ils pouvaient très bien répondre très rapidement. Ils ne l'ont pas fait. Une fois, ils auront répondu, ou pas, parce qu'il y a des fois où il n'y a pas de réponse. Mais à un moment donné, le tribunal dit, bon, maintenant, stop. Vous avez répondu, vous n'avez pas. Si le préfet répond, nous, on pourra répliquer à ce que le préfet nous répondra. Mais s'il n'y a pas de réponse, ou si la réponse, nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'y apporter nous-mêmes des éléments, certainement il y en aura, ne serait-ce que le constat d'huissier qui n'était pas dans le recours initial, des choses de ce genre-là. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un échange de mémoire et le tribunal fixe une date d'audience. Mais ça, c'est le tribunal seul qui décide. Et l'engorgement relativement important des tribunaux, alors un peu moins maintenant parce que ça s'est démultiplié, enfin bon, il y a l'organisation administrative qui a permis d'éponger un peu de retard. Mais donc, on peut imaginer que, en étant optimiste, au début de l'automne prochain, on ait une date d'audience. Et à partir de ce moment-là, 1 mois après la date d'audience, le tribunal rend une décision qui elle-même peut faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel. Donc là, c'est encore un tour d'1 an ou 1 an et demi de procédure. Et même quand la cour administrative d'appel a statué, on peut finir devant le Conseil d'État, ce qui dure encore plus longtemps. Autant vous dire que j'espère qu'on aura une solution politique. Personnellement, j'ai pas trop de doutes sur le résultat du recours, parce que Éric Andrieux a insisté tout à l'heure sur la notion de délai. Alors il faut bien voir que quand un État veut instaurer des contrôles, encore une fois pas des fermetures, mais des contrôles, il doit le notifier à la Commission. Et il y a ces fameux délais, 30 jours, 6 mois, etc. Ça, c'est l'aspect européen. Mais l'arrêté préfectoral en lui-même, il doit comporter un délai. Or, celui-là, l'arrêté préfectoral, il dit jusqu'à nouvel ordre. Et que, ne serait-ce que là-dessus, je suis convaincu que le tribunal administratif le sanctionnera. Il y a 2 éléments. Il y a le jusqu'à nouvel ordre, et puis il y a le fait que, normalement, la jurisprudence dit qu'il faut que les mesures de contrôle soient proportionnées. Alors là, elles ne sont pas proportionnées, puisque les contrôles, en fait, il n'y en a pas. Et monsieur le maire nous dira certainement qu'on est encore plus dans le paradoxe. Parce qu'en fait, dans l'arrêté préfectoral, il n'est pas dit qu'il faut mettre des cailloux. L'arrêté préfectoral, il dit, alors c'est pas la même chose pour la Cerdagne et pour nous, la Cerdagne c'est détaillé, semaine départementale numéro temps, nous, il est écrit, la voie communale d'accès au col de Banyuls, point à la ligne. Mais on ne dit même pas à partir d'où ou jusqu'où, c'est-à-dire que si on appliquait purement l'arrêté préfectoral, on mettrait les cailloux à la gendarmerie à l'entrée de la route des Masses, et ceux qui habitent dans les Masses ou ceux qui vont à la vigne, ben, ils se débrouilleraient autrement. Je veux dire, c'est une ineptie totale. Donc je pense que sur ces éléments-là, le tribunal administratif ne manquera pas de sanctionner. Mais je ne peux pas vous dire quand ça arrivera. Et j'ai juste une dernière question, par rapport aux brigades mixtes, c'est quoi la position de l'association sur cette solution Avant d'avoir une position, il faudrait d'abord savoir à quoi on parle, et pour l'instant on ne le sait pas. Les brigades mixtes, Eric vous l'a dit,
Bon, c'est un truc qui a été lancé hier. Moi, ça me paraît... Enfin, la ministre des Affaires étrangères m'a dit que ça existait à Vintimille. En fait, avec l'Italie, ils avaient mis en place une brigade mixte. possible. Franchement, j'en sais rien, mais les journalistes vont enquêter. Bon, moi, ce que je trouve, c'est que on nous dit, on ferme le col parce qu'on n'a pas assez d'effectifs pour tout contrôler, on doit redéployer les effectifs. S'il n'y a pas d'assez d'effectifs, on aura beau faire toutes les brigades mixtes qu'on voudra, il n'y aura toujours pas d'effectifs. Et dans la réalité, on sait très bien, et vous en tant que journaliste, vous devez le savoir, enfin, nous on l'a constaté, que la gendarmerie française a rappelé des gens qui étaient à la retraite depuis pas très longtemps. Nous, on en a rencontré plusieurs au col de Bagnous, des braves gendarmes qui ont la soixantaine passée, bon, et qui ont été rappelés pour venir faire de temps en temps des petits contrôles comme ça, parce que ça manque d'effectifs. Donc, la réalité, c'est que il n'y a pas de moyens pour contrôler, que les brigades mixtes, ça me paraît vraiment une usine à gaz, parce que la police française et la police espagnole n'obéissent pas aux mêmes règles, qu'il y a un problème de langage, que c'est extrêmement compliqué. Quand on voit, Olivier, à la SNCF, le mal qu'ils ont, ne serait-ce qu'avoir des gens qui puissent monter dans les trains pour aller de Cerbère à Portbou et expliquer aux gens là où ils doivent descendre, je veux dire, de là à ce que la police puisse le faire, ça me paraît un peu compliqué. Enfin, je suis assez sceptique. Après, on demande d'avoir... si au motif de constitution de brigade mixte, on nous dit on enlève les cailloux et on mettra les brigades, pourquoi pas, on verra bien. Mais bon, je ne crois pas que ça soit comme ça. Elle avait l'air de dire que ça existait déjà, personne n'en a jamais entendu. Non, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Monsieur Andrieux de l'Indépendant. Oui, là. Bon, il semble qu'il y ait une réelle impatience de la population vis-à-vis de la fermeture du col de Bagnous. On peut faire comme constat, c'est que pratiquement l'ensemble des démarches possibles faites d'un point de vue juridique ont été faites avec les délais que l'on va subir quelque part. Il y a aussi donc des démarches qui ont été faites au niveau politique avec tout ce que ça implique au niveau du Parlement européen. Que peut-on envisager au-delà de ces différentes démarches pour accélérer les choses? Quelles sont les suggestions que pourrait, ou les décisions, ou les actions que pourrait mener l'association pour aller au-delà de ces démarches, j'allais dire, du micro dans la bouche. La question c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, voilà. Nous sommes une association loi 1901. Les membres de l'association sont d'ailleurs ici présents, à peu près tous alignés là-bas. Nous avons un conseil d'administration qui se réunit régulièrement. Nous avons un conseil d'administration qui se réunit régulièrement et on a évoqué et on a mis en place un certain nombre de choses avec le concours d'autres associations. Donc on a des étapes, on a quelques idées sur l'avenir, mais je ne vais pas ici vous les dévoiler. Si votre question c'est de dire est-ce que vous allez faire sauter les cailloux, non. C'est pas comme ça que ça va se passer de notre point de vue. Mais en revanche, on va maintenir cette pression. Je considère, et en particulier grâce au concours de la presse, qu'on a quand même fait en 6 mois un chemin considérable, parce que on est une petite association. Je rappelle que la cotisation c'est 10 € chacun, donc on n'a pas un budget extensible à l'infini. Les mairies, la mairie de Bagnous en particulier, nous aide, mais avec ces petits moyens, on a réussi à faire qu'on en parle jusqu'au sommet de Barcelone. C'est peut-être pas une victoire absolue en soi, mais c'est quand même déjà le signe que notre interpellation est entendue à un plus haut niveau. Après, on a des idées, on a quelques projets, on ne les a pas encore arrêtés. On va certainement, je rappelle aux membres qu'on a un conseil d'administration cette semaine, donc il faut que tout le monde soit là, et qu'on va encore enchaîner avec peut-être le concours d'autres associations, d'autres organismes, avec le concours des membres catalans du Sud de notre association. Je ne vous dis pas, il y aura très probablement une réunion de ce type-là à Perpignan, à côté, pas très loin de la préfecture, fin février, début mars, mais je ne peux pas dévoiler plus, mais
On va aller montrer au préfet qu'on est capable de sortir de Banyuls et d'aller faire quelque chose juste à côté de chez lui. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on va mettre en place, mais nous l'avons dit dès le départ, nous allons rester dans le strict respect de la légalité, c'est-à-dire qu'on considère que ceux qui sont dans l'illégalité, ce sont les pouvoirs publics, c'est ceux qui ont pris les décisions. Nous, on va utiliser tous les moyens mis à notre disposition dans le cadre de cette légalité pour pouvoir parvenir à l'objectif recherché. Oui, oui, bien sûr. Tout simplement. Oui, merci. Bernard Massas. Tout simplement, je me pose une question. D'abord, bravo à la qualité du travail, votre engagement, tant aux membres du conseil d'administration qu'à vous, président. Merci à la presse d'agir de la sorte dans la sauvegarde de notre patrimoine. J'ai juste une interrogation. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réfléchir à un préjudice économique? Je pense que ça pourrait faire bouger nos représentants de l'État et les amener à des réflexions complémentaires. Parce qu'aujourd'hui, ils l'ont très facile. Ça gêne qui? Nous? Mais le préjudice économique, comment pouvons-nous l'évaluer? Je pense qu'il serait temps de voir, de s'organiser auprès monsieur le maire et les réseaux que vous possédez, qui est de grande qualité par ailleurs, y compris avec les chefs d'entreprise, y compris avec les organisations patronales, y compris avec la zone d'activité de Banyuls, et de même façon de l'autre côté de la frontière, et de construire un préjudice par rapport à ça. On peut aller encore plus loin par rapport au préjudice économique, mais nous pouvons aller jusqu'à la problématique de l'emploi et des difficultés de recrutement et faire valoir cette problématique au niveau humain et social. Merci, Président. Je ne l'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, mais je ne voudrais pas que vous pensiez que nous avons négligé cet aspect des choses. À Banyuls, il y a 2 entreprises de construction, PME, qui ont 8 et 10 salariés chacune. La totalité de ces 8 et 10 salariés viennent de l'Emporda. Ils continuent à venir parce que c'est leur boulot, mais ils font le tour, ça représente des kilomètres, ça représente de l'argent, du temps, ça représente aussi un impact carbone. Ça, on l'a valorisé, on l'a dit dans la presse, ces entreprises et les chefs d'entreprise ont été entendus. Dans le domaine de la viticulture, notre première réunion au mois de juillet s'est faite au syndicat du cru. Ce n'est pas un hasard. Le président Perron a accepté de nous héberger, il nous a même offert un coup de Banyuls, mais c'est parce que, à cette époque-là, les présidents de caves coopératives et les présidents de caves particulières étaient inquiets en disant attention, on a des vendangeurs qui venaient traditionnellement de l'Emporda et qui ne vont pas venir parce qu'au prix où est payée la journée de vendange, s'ils doivent se taper 50 bornes, l'essence, etc., ils ne viendront pas et ça a des difficultés. Il y a à Banyuls une dame qui élève des chèvres, qui va chercher la paille pour ses chèvres traditionnellement à Espoy et en Emporda, qui ne peut plus aller la chercher, qui la paye donc plus cher en allant la chercher en Roussillon, parce que c'est plus cher. Il y a des gens qui produisent des olives, qui amenaient leurs olives au moulin d'Espoy, et qui ne peuvent plus les amener ou qui ont des difficultés à les amener. Alors après, ce que vous évoquez, bien sûr qu'il faudrait arriver à le chiffrer. Mais pour le chiffrer, il faut avoir des moyens que nous n'avons pas. Nous sommes, si vous êtes partant pour le faire, on en parle tout à l'heure et on fait quelque chose. Mais nous sommes, nous, avec des moyens relativement restreints pour pouvoir mesurer toutes ces données-là. On sait que ça existe, on sait que ça a un impact aussi sur le tourisme. Pour Espoy, dimanche, il y a la fête de l'huile à Espoy. La fête de l'huile, une bonne partie des gens qui se rendaient à la fête de l'huile passaient par le col de Banyuls. Il n'est peut-être pas exclu que les choses puissent évoluer d'ici à dimanche. Mais, j'ai rien dit. D'accord? Et c'est pas la peine d'aller voir au col, on verra bien. Bon. Mais tout cet aspect des choses, c'est extrêmement difficile d'arriver à le quantifier avec nos moyens. Mais bien sûr que ça peut, et je pense que monsieur le préfet et monsieur le sous-préfet de l'arrondissement, monsieur Passager, avec qui on est en contact, monsieur le maire vous le dira peut-être, sont parfaitement conscients de cette réalité. Ça n'entraîne probablement pas la chute totale des entreprises à ce jour, d'accord, mais ça complique l'existence. Ce que je voudrais dire, c'est si nous gagnons la procédure, cet enjeu économique, mais ils se devront de le
de le financer, de compenser. Et je pense que notre association, autant au niveau fonctionnement que toutes les aides qu'on a pu avoir par la mairie et autres, on aurait la possibilité de leur dire, si on fait un cumul de la main-d'œuvre, etc., de l'économique, et qu'on dit, il y en a pour 1 million d'euros, je pense que le préfet va se poser certaines questions et qu'on pourrait essayer de faire arriver. Ça paraît séduisant, mais à mon avis, en droit, ça ne tient pas beaucoup. C'est parce que... une procédure qui est perdue, une procédure qui est perdue, il y a obligatoirement un préjudice. D'accord, mais pour que le préjudice puisse être réclamé, il faut que ce soit celui qui a subi le préjudice qui le réclame. Ce n'est pas l'association qui subit le préjudice, c'est les entreprises. Mais si elles veulent se joindre à notre action, pourquoi pas, hein, on peut en parler. Bon, monsieur le maire, peut-être ce sujet. Comme vous savez tous, et bien sûr qu'on fait partie de l'association, que je dis l'association, et bien sûr que ça nous touche. Moi, la première fois qu'on m'a interrogé sur la problématique du col de Bagnols, ce qui m'a sauté à l'esprit, c'est que ce col de Bagnols a toujours été le chemin de la liberté. De tout temps, ça a été le chemin de la liberté, et de tout temps sont passés des gens qui ont été martyrisés, persécutés par tout un tas de régimes, le plus souvent totalitaires. Je parle des Espagnols. Moi, je suis un enfant de la retirade. Mon père n'est pas passé par là, mais bon, beaucoup sont passés par là, par Portbou, etc., etc. Et même quand il y a eu un État fasciste, le col n'a pas été fermé. Et pendant la guerre, il y a eu aussi beaucoup de résistants, de juifs, de gens persécutés, d'écrivains, d'intellectuels qui sont passés par le col de Bagnols. Et il y avait un État fasciste en Espagne et le col n'a pas été fermé. Voilà. Donc pour moi, ce symbole fort, cette relation de liberté, d'échange qu'on peut avoir, pour moi c'est un symbole très très fort. Et vous l'avez dit, quand on s'attaque au symbole, quelque part on s'attaque au fondement même de nos institutions, de notre liberté et du fonctionnement de nos vies. Après, bien sûr que c'est des préjudices pour les entreprises, c'est des préjudices aussi pour nous, parce qu'on a tous des relations amicales avec les maires d'Espoir, de Rabos, avec tout un tas de politiques, mais d'amis, de citoyens catalans qu'on a plaisir à les rencontrer, et on est privé de cette liberté. Et quelque part, on se sent un peu oppressé, un peu privé, parce que Bagnols, de la côte, on est au bout du département, et ça faisait partie des ouvertures qu'on avait et qui sont maintenant fermées. Donc pour ça, c'est un préjudice énorme, et moi je le ressens comme ça par rapport à ça. Après, bien entendu, tout ce qui s'est dit économiquement, au niveau du droit constitutionnel européen, voilà. Moi, ce que je veux vous dire, c'est je vous invite si vous allez vous porter vers le col de Bagnols, à ne pas faire de photos et ne pas publier des photos sur les réseaux sociaux. Au moins pendant ces quelques jours. Voilà, je vous remercie. Je disais, alors comment vous expliquez que l'État se soit arc-bouté comme ça sur ce petit territoire, comme ça, entre la France et l'Espagne? L'enjeu c'est quoi? On a presque l'impression parfois que tout le monde est d'accord sur la stupidité, enfin qu'il n'y a pas de raison vraiment politique. Est-ce que ce serait pas d'un seul coup une décision comme ça de deux personnes un peu butées et qui s'arc-boutent comme ça d'une manière complètement irrationnelle? Parce que l'énergie qui est déployée par l'association, l'énergie qui est déployée par tout le monde est tellement incroyable, jusqu'à ce que Ariane puisse rencontrer Macron, et on voit que c'est bloqué depuis 1 an et demi. Alors il y a quelque chose qui m'échappe, et je me dis que c'est peut-être un truc complètement idiot en fait. C'est toute la frontière qui est en jeu quand même. Ouais, c'est toute la frontière, oui. Le petit territoire Bagnols, c'est toute la frontière. Il y a eu 16 points de passage qui ont été fermés au départ, et il y en a plus de 8. Mais ça concerne toute la frontière de l'Atlantique à la Méditerranée. Et nos amis basques, en fait, vivent exactement la même chose, en fait, côté Atlantique. C'est un... Voilà. Oui, mais parce qu'en fait, on ne l'entend pas. Je n'ai pas bien entendu, moi, ça. Donc, je te remercie, Ariane, qu'effectivement, ce problème-là, en fait, qui est sur le col de Bagnols, en fait, il est pareil. Il concerne une frontière entière. Donc, à ce moment-là, vous, messieurs, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme réponse sur les enjeux de cette frontière? Plusieurs choses. D'abord,
J'observe qu'Ariane, depuis qu'elle fréquente M. Macron, répond au nom de l'État, donc je plaisante. Non, alors, je ne pense pas que nous, on puisse donner cette réponse. Bon, ce qui est vrai, c'est que les arrêtés préfectoraux ont concerné les Hautes-Pyrénées, où à l'époque il y avait M. Furcy d'ailleurs, le Pays Basque, 5 points fermés, un qui a été ouvert. On est en contact, Jean-Paul Maillac est en contact avec le maire de l'Arrault, qui avait envisagé de venir, puis bon, c'était un peu loin. Ils ont exactement la même problématique que nous. Répondre à la question, moi, je peux te dire ce que j'en pense. L'impression que j'ai, c'est que cette décision elle a été prise, et que maintenant, pour faire marche arrière, c'est très compliqué de désavouer les collègues. Bon, il me semble, des conversations qu'on a pu avoir, Jean-Michel et moi, avec le sous-préfet, et même avec M. Furcy, que quelque part, s'ils pouvaient dire ce qu'ils en pensaient, ils diraient bien que c'est une bêtise et qu'on devrait passer à autre chose. Mais bon, c'est les fonctionnaires d'État, ils font ce qu'on leur demande. Et quant au niveau de l'État, c'est ce que Macron a répondu à Ariane hier, c'est qu'ils ont l'impression que s'ils rouvraient, ils donneraient un signal de faiblesse et que le lendemain, il y aurait des centaines de camions et d'autobus qui passeraient par le col de Banyuls. Ceux qui connaissent la route savent que de toute façon, au deuxième bus, il y aura un embouteillage. Mais bon, voilà, je pense que c'est simplement un effet d'affichage, un effet d'annonce, et que pour l'administration de manière générale, je ne dis pas pour ce gouvernement, l'administration générale, quand elle a fait un pas en avant, elle fait faire un pas en arrière, c'est toujours très compliqué. Ils ont réouvert 8 passages quand même. Donc c'est à géométrie, quoi. C'est vraiment à géométrie variable. C'est vraiment un peu la. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur apporter une solution stratégique pour qu'ils s'en sortent la tête haute? C'est-à-dire qu'en fait, je leur donne cette possibilité. C'est-à-dire s'en sortir la tête haute. C'est-à-dire qu'en fait, tu leur donnes la possibilité, en leur donnant une idée de pouvoir d'un seul coup justifier de manière, sans se contredire, la réouverture du col. Mais ce serait presque à nous de leur dire, enfin, qu'est-ce qu'ils pourraient annoncer et aligner comme argument pour ne pas être ridicule tout en ouvrant ce col. Mais je pense que M. Solé a un mot à dire. Je pense qu'il va dire ce qu'on a dit ensemble au préfet la première fois qu'il est venu. Oui, je vais dire ça parce que la situation, vous dites pour pas que ce soit ridicule, mais elle est ridicule la situation. Parce que personne ne comprend rien à ce qui se passe. Alors on va le dire avec des mots différents. On ne peut pas comprendre qu'un migrant, puisqu'on parle de l'immigration, et je ne suis pas là pour juger les migrants, parce que je pense qu'il faut avoir aussi un œil humain par rapport à ces personnes qui arrivent à nos frontières. Et une fois qu'ils sont arrivés ici, j'ai juste une anecdote. Je discutais avec des fonctionnaires par rapport à ça, et il me dit on a arrêté 6 migrants. On les a raccompagnés, on a marqué sur le rapport, on a arrêté 6 migrants. Et ils sont repassés 2 heures après, on a arrêté 6 migrants, on les a ramenés. Et ils l'ont fait 4 fois. Et donc ils ont arrêté 24 migrants et 6 sont passés. C'est toujours les mêmes. Voilà. Donc la situation est complètement ridicule. Les migrants, il ne faut pas les arrêter au col de Banyuls. Il faut les arrêter si on veut les arrêter à un moment où ils vont rentrer dans le territoire européen. Une fois qu'ils sont là, ils rentreront et ils passeront. D'une manière ou d'une autre, ils passeront. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Olivier vous le dira. Ils passent 60 à 80 migrants tous les jours par la gare de Cerbère, par la voie de chemin de fer, et puis ils vont pas. Et ils viennent en train. Et comme ils ne paient pas le train, ça leur va très bien. Ils ont raison, à la limite, dans leur situation, de toute façon, ils ne pouvaient pas payer le train. Imaginez qu'un migrant qui arrive à Figueras, il va monter jusqu'au col de Banyuls 20 km à pied, en race de campagne, puis il va redescendre 10 km à pied pour arriver à Banyuls, pour passer la frontière. Personne ne fait ça. Voilà. Alors quand on en parle avec le préfet, le sous-préfet, qui nous dit qu'ils ont arrêté quelques migrants, quoi. Mais les migrants, ils ne passent pas là. Et de toute façon, le plus simple, c'est de mettre un contrôle en bas de la gendarmerie. Ils sont sur place pratiquement, les gendarmes. J'aime beaucoup les gendarmes. Et puis, ils contrôleront l'arrivée du col de Banyuls. Donc, c'est une situation qui est ridicule. Et personne ne comprend rien. Et ce que je voulais dire aussi avant, que je n'ai pas dit, c'est que c'est aussi la stupidité, c'est qu'on fait quelque chose contre les gens. Et les seules personnes que ça contraint, que ça embête, c'est les braves gens. Voilà. Et c'est les gens qui veulent aller faire 4 courses, aller voir des amis, manger en Espagne, ou les Espagnols qui vont venir chez nous, parce qu'il y a aussi du tourisme dans ce sens-là, qui sont contraints. Voilà. Mais la situation, elle est complètement ridicule. Et j'espère qu'à force d'en parler, c'est le ridicule
qui ne tue pas, mais peut-être qu'il fera changer la situation et qu'il la fera avancer. S'il suffisait de mettre 4 cailloux pour arrêter l'immigration, ça se saurait, on la mettrait partout, hein. C'est pas cher et c'est facile à mettre, voilà. Et s'il suffisait de mettre 4 cailloux pour arrêter le trafic de drogue, je pense que ça se saurait aussi. Après, je ne pense pas que dans cette salle, il y ait quelqu'un qui soit contre le fait qu'on empêche le trafic, qu'on lutte contre le trafic de drogue, voilà. Mais ce n'est pas la solution. Donc, c'est nous qui sommes contraints dans cette situation, c'est nous qui sommes contraints, et j'espère que le ridicule l'emportera, mais dans la victoire. Bien. Pardon. Qui a levé la main? Oui. Il y en a deux. Oui, merci. J'avais une question. En fait, qui installe ces pierres? N'est-ce pas? Parce que ces pierres sont installées, enlevées, remises, comme on le sait tous. Et donc, c'est bien notre mairie qui les remet, qui les met, qui les enlève. Alors, quelque part, on est tous d'accord, ces pierres nous dérangent nos activités transfrontalières, par exemple. Pour ma part, j'ai créé une activité transfrontalière avec Martha, qui est dans le col de Banyuls, qui a créé une ferme extraordinaire qui sauve une race de vaches, etc. Et le commerce est très compliqué parce que ça lui demande 2 heures de plus, par exemple. Et donc, les pierres, elles ont été déplacées plusieurs fois et remises par notre mairie. Alors, que risque notre maire, par exemple, à ne pas remettre les pierres? Parce que finalement, il peut parfaitement ne pas remettre les pierres, monsieur Solé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous risquez, monsieur Solé? Franchement. Moi, je voudrais vous dire, avant que Jean-Michel s'exprime, que j'ai, il y a 20 ans de ça, été maire de Bagnols-sur-Mer. Certains s'en souviennent peut-être. Au début de mon mandat, j'ai été en conflit avec le préfet des Pyrénées-Orientales de l'époque, qui s'appelait M. Bonnet, qui a largement défrayé la chronique. Je me suis opposé à M. Bonnet, y compris physiquement, en barrant la route devant la mairie. Peut-être certains d'entre vous étaient là. Avec des conseillers municipaux, on a barré la route à M. Bonnet, qui allait remettre la Légion d'honneur à M. Red, parce que nous trouvions que c'était abusif. M. Bonnet est passé par derrière, a fait le tour et est quand même allé porter la Légion d'honneur à M. Red. Et pendant les 6 ans de mon mandat, j'ai payé les conséquences de cette situation jusqu'au moment où M. Bonnet a été nommé en Corse. Et quand je dis j'ai payé les conséquences, ça veut dire que chaque fois que la ville de Banyuls, pas moi personnellement, mais la ville de Banyuls, demandait quelque chose à la préfecture, mais on passait après tous les autres. Et que donc à vous tous ici, contribuables de Banyuls, le fait qu'on lui ait barré la route, ça vous a coûté de l'argent parce qu'on n'a pas eu les subventions qu'on pouvait espérer. Alors, je vous le dis parce que je l'ai vécu, Jean-Michel va répondre, mais je voulais que tout le monde le sache, parce que ça m'a considérablement compliqué le mandat d'avoir été en conflit avec le préfet. Merci Pierre. Alors, on peut toujours faire la révolution, hein. Moi ça ne m'arrange pas, il n'y a pas de problème. Comment? Oui, on peut la faire, la révolution. Oui, bien sûr qu'on peut faire la révolution. Mais on l'a faite, hein. Comment? On l'a faite, la révolution, mon cher. Oui, on l'a faite. Oui. Et elle nous a mené la démocratie et la liberté à la révolution française. Et elle nous a enlevé l'arbitraire à la révolution française. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est pas une barrage de frontières, c'est une atteinte à la liberté. La grande liberté, celle que la révolution a amenée. Et la Bastille, on ne l'a pas pris pour la France, la Bastille. Ceux qui ont pris la Bastille. Ceux qui ont pris la Bastille, ils l'ont pris pour la liberté et pour exporter la révolution. Bon, moi je dis, je ne suis pas révolutionnaire, mais je dis, quelquefois il faut arrêter d'obéir. La désobéissance, c'est aussi civil. Voilà ce que ça, vous savez, je vais vous dire, c'est le plus facile. Non, mais je vous ai écouté, monsieur. Non, mais du courage. Du courage. Je n'ai pas de leçon de recevoir à vous, de vous ni de personne de courage. Voilà. Je vous le dis très amicalement, très gentiment. Voilà. Je ne suis pas un peu heureux, tout le monde, je pense, le sait, me connaît. Et voilà. Et j'ai peur de rien ni de personne. Après, je suis élu sur un mandat. Je suis un républicain, profondément républicain. Voilà. Et je suis le représentant
quand j'exerce ce mandat de l'État français dans ma ville, voilà, et dans la ville de Bagnols-sur-Mer. Donc j'ai aussi le sens de la mesure et le sens de l'intérêt général. Et comme l'a dit Pierre, faire la révolution c'est très facile, se faire plaisir d'enlever 4 cailloux c'est très facile, sauf qu'à un moment, c'est pas moi qui le paierai très cher, je n'irai pas en prison parce que tu levais 4 cailloux, sauf que on le paiera très cher. Et que actuellement, c'est compliqué de travailler avec l'administration française. Et beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie, c'est pour tisser des liens avec les préfets, avec les sous-préfets, de manière à présenter des projets et de manière à avoir des subventions pour pouvoir réaliser ces projets. Voilà. Non mais attendez monsieur, on est bien d'accord. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que je suis absolument opposé au fait qu'il y ait des cailloux sur le col de Bagnols. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas personne dans la salle qui peut imaginer que je suis favorable au fait qu'on mette des cailloux sur le col de Bagnols. Voilà. Pas du tout. Sauf qu'à un moment, quand on déplace les cailloux et le préfet, parce que les gendarmes l'interpellent, me téléphone et me dit « Monsieur le maire, remettez les cailloux ». Je peux traîner des pieds, je ne me précipite pas, j'attends quelques temps, j'attends quelques heures, mais à un moment, j'ai l'obligation de remettre les cailloux parce que je suis représentant de l'État et dans ma commune. Et si je ne le fais pas, j'irai au tribunal administratif. C'est pas grave, c'est pas un problème. Et si je ne le fais pas, il y a une sanction pour la ville. Voilà. Après, on peut toujours aller contre la loi. Je peux prendre un arrêté municipal et décider qu'on va rouler à 50, à 60 à l'heure, 70 à l'heure dans la ville de Bagnols-sur-Mer. Je ne peux pas le faire. Il y a des choses à un moment que je ne peux pas faire et que je ne fais pas parce que je considère à un moment que ce n'est pas dans l'intérêt des concitoyens et des habitants de Bagnols-sur-Mer. Voilà. Et que quand on a des projets, et on a beaucoup de projets, on a beaucoup de retard à Bagnols-sur-Mer, et quand on a des projets d'aménagement, d'attractivité, autour de la biodiversité, autour du port, autour de l'amélioration des routes, etc., eh bien, on a besoin de l'État qui vienne financer ces projets. Et si on ne le fait pas, ils ne viennent pas financer. Après, vous pouvez raconter ce que vous voulez, ça c'est une vérité. Je ne voudrais pas, monsieur, je voudrais pas que nous nous trompions d'adversaire. Nous sommes ici pour discuter des termes d'un arrêté préfectoral. Ce n'est pas monsieur le maire qui l'a pris, c'est monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales. C'est même pas celui-là de préfet, c'est le préfet précédent. Bon. Monsieur le maire, je vous l'ai dit tout à l'heure parce que je l'ai vécu en tant que maire, il est responsable d'un certain nombre de choses et d'une collectivité dans laquelle, effectivement, plusieurs d'entre vous subissent les conséquences de l'existence de ces cailloux. Mais il y a aussi une partie de la population de Bagnols qui se fiche éperdument des cailloux du col de Bagnols. Sinon, on serait servi d'ici. Cette partie de la population est également représentée par la mairie et si, sur des projets, elle est pénalisée parce qu'il y a eu une prise de position, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le préfet Bonnet, moi, ce que j'ai fait avec le préfet Bonnet l'année où j'ai été élu, si je devais le refaire, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas parce que, quelque part, je me suis fait plaisir, on a réglé des comptes avec lui, avec le prédécesseur, mais que tout le monde l'a payé pendant toute la durée du mandat. Bon, alors après, c'est vrai que c'est de la politique. Et que la politique, si je me souviens bien, c'est l'art du compromis. Donc, ce que nous demandons, nous, c'est d'arriver à une solution juridique. Et pour parvenir à ces deux solutions juridiques, on adopte les voies qu'on estime pouvoir adopter. Sans dire c'est la faute du maire, parce que ce n'est pas la faute du maire, c'est la faute d'une décision administrative qui a été imposée. Et j'ai fini là-dessus. Je suis ami avec Jean-Michel, on se connaît depuis très longtemps, et je vois le travail qu'il fait pour faire fonctionner cette commune. Remettre en cause sa position par rapport aux cailloux, c'est le droit de chacun des citoyens, et dans 2 ou 3 ans, ou je ne sais pas quand, il y aura de nouvelles élections, et vous pourrez l'exprimer à travers un bulletin de vote. Mais aujourd'hui, l'efficacité, c'est pas mettre en cause la mairie. L'efficacité, c'est se donner les moyens. C'est peut-être, pour répondre à ce que disait M. Yvan Drigueux tout à l'heure, nous donner des idées d'action, parce que nous, la dizaine où on est là, on a nos capacités d'imagination, mais peut-être que vous avez des idées et on peut essayer de faire quelque chose et on peut le valider, ça on est preneur. Tous ceux d'entre vous qui voudront nous proposer quelque chose, on est effectivement preneur. C'est avoir recours à des universitaires, à des élus de niveau européen pour leur dire donnez-nous les ouvertures, permettez-nous de voir les choses de manière plus large.
Après, instaurer une polémique interne, le maire a fait, le maire n'a pas fait, je veux dire, c'est pas compliqué. Hein. Si le maire, on lui demande de mettre les cailloux et qu'il ne le met pas, l'administration le fera par elle-même. C'est ce qui s'est passé à la Vignole, où c'est l'administration qui est allée déverser les gravats des travaux de la route de... Je finis. Encore un mot, monsieur, soyez patient. Je finis. Vous mettez en cause l'action du maire de Banyuls, c'est votre droit le plus absolu. Qui a fait mieux? André Balland, en Cerdagne. Les élus, ils ont fait quelque chose? Pas grand-chose. Bon. Si de l'autre côté de la frontière, plus ça va. Voilà. Qui a fait mieux? Voilà. J'ai cru comprendre qu'il y avait certains cols entre la France et l'Espagne qui avaient été rouverts. Et je voudrais savoir, est-ce qu'on sait pourquoi, lesquels, et qu'est-ce qui fait qu'un col fermé est ensuite rouvert? Il y en a 8. Il y en a 8 qui ont été rouverts, donc qu'est-ce qui a fait que ces 8... Oui. Qu'est-ce qui fait que ces 8 passages ont été rouverts? Mais est-ce qu'on sait l'histoire de chaque endroit? Oui, on peut vous dire à peu près. Moi, je vais vous dire ce que je connais, c'est celui de Coustouge. Donc, arrêté préfectoral en janvier 21, manifestation des élus en mars ou avril 21. Il y avait 800 personnes à la manifestation, les élus du coin et puis d'autres personnes, pas mal de membres du mouvement catalaniste. J'observe au passage qu'il y avait 800 personnes et que nous, notre association, on est déjà 1200, donc ça veut dire qu'on peut mobiliser un peu plus. À la suite de ça, un nouvel arrêté préfectoral, je n'ai pas la date en tête, mais on l'a sur la clé USB, qui dit on réouvre, avec comme motif réorganisation des services de gendarmerie dans le Haut-Val-Espire. J'ai interrogé les maires que je connais là-haut, il se trouve que j'en connais quelques-uns, tout le monde m'a dit ah oui, chez nous, le chef de gendarmerie a changé. Voilà. Décision de l'État. Au Pays Basque, Jean-Paul Maillac est en contact avec le maire de Larro, M. Iriard, qui dit il y a eu un point de passage qui a été rouvert, dit-il, parce que le maire du village est en relation avec M. Macron. Je vous le vends, c'est ça qu'il t'a dit, non? Voilà. Donc voilà, décision purement arbitraire, rien de plus. Et après sur les autres, je ne sais pas si Ariane a plus d'infos, si on a plus causé. Bon, rendez-vous compte aussi que le simple fait qu'on ait dû faire l'inventaire de tout ça, ça lui a demandé à Ariane un travail considérable, et que c'est pareil, on fait ça nous à titre bénévole avec peu de moyens, et que c'est aller chercher le pourquoi des éléments. Alors il y a quand même une précision que je voulais donner au passage, c'est qu'il y a un tunnel qui avait été fermé la nuit, de 20h à 6h du matin. C'est le tunnel de... je ne sais pas, un tunnel dans les Hautes-Pyrénées. Peut-être, voilà. Il a été partiellement rouvert en juillet 2022, c'est-à-dire qu'on est passé de 20h à minuit, et c'est fermé de minuit à 6h du matin, mais ça reste ouvert le reste du temps. Et le paradoxe, c'est que le préfet qui avait signé cette modification, c'est M. Furcy, avant de partir de sa précédente fonction, pour venir dans les Pyrénées-Orientales, ce qu'il semblait avoir oublié quand on a eu la réunion avec lui, il me dit, je ne sais pas pourquoi, et Ariane a trouvé que c'était lui qui avait signé le document. Voilà. C'est ce qu'on peut vous dire. Après, bien sûr qu'on peut toujours faire beaucoup plus et beaucoup mieux, mais ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande de l'énergie, ça demande de l'initiative aussi. Et bon, s'il y a des gens qui veulent aider l'association, au-delà des euros de cotisation, qui est un minimum, s'il y a des gens qui veulent nous aider, on est preneurs de toutes les aides. Voilà. Bon, mais les questions complexes. Éric, tu veux rajouter quelque chose? Juste, non, mais pas rajouter, parce que bonne chose, bon nombre de choses qui étaient dites, mais ce qui est assez surprenant, pour ne pas dire plus, c'est le côté aléatoire de la décision. On ne comprend pas, vous avez posé la bonne question, madame, en fait, le jour où on comprendra les motifs réels des identités qui en est, donc on aura fait un grand pas. Et ce qu'elle est bien vue, c'est une décision qui est prise par un préfet. Vous avez vu le calendrier et l'annonce du président de la République, c'est de dire je suis d'accord, donc c'était donc au Pertus, je crois, oui, pour améliorer dans tous les cas Schengen. Et donc un mois après, un préfet prend, ou quelques mois après, 2 mois après, un préfet prend une initiative.
Et ce préfet, il n'est pas resté dans les Pyrénées-Orientales, puisqu'il est parti, c'est l'autre qui est aujourd'hui en place. Alors, au nom de la continuité de l'État, et ce qu'il faut à tout prix savoir aujourd'hui, c'est la bonne gueule, c'est pourquoi, quel est l'objet à la fois de la migration donc, et du terrorisme. Peut-être il a été vrai à l'instant T, mais on ne peut pas aujourd'hui le prendre comme argent comptant. On n'a aucun élément c'est ça la question qui est posée. On est d'accord. On est d'accord. Donc la question, c'est qu'il faut très vite, maintenant la question très concrète, c'est qu'il faut accélérer la décision publique pour ouvrir le col, voilà, tout simplement. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à nos dépens, c'est que ça interroge vraiment la notion de libre circulation. Je disais que là où c'était intéressant, et malheureusement à nos dépens, c'est que ça interroge vraiment la notion de circulation, de liberté, et oui, de cette liberté en fait qui est fragile et qu'on doit défendre, continuer à défendre parce qu'elle n'est jamais acquise, et que ce qui se passe en ce moment en Europe, ça, comme le disait M. Andrieux, ça ne doit pas être quelque chose qu'on met derrière, parce que réellement il y a des enjeux à mon avis pour chacun de nous. Il va falloir qu'on reste bien solidaires et qu'on les ait bien en tête pour continuer à circuler dans un pays qui est libre. Enfin moi, je trouve que l'enjeu du col de Banoul sur ce petit territoire dans le sud de la France, moi c'est ça surtout que ça m'évoque en fait. C'est un enjeu universel, localement. Bien. Sur cet aspect philosophique des choses, on peut disserter assez longuement. Il est 20h et on va donc devoir clore. Je voudrais remercier tout d'abord les intervenants, monsieur le professeur Marty d'une part, et Éric Andrieux pour être venu jusqu'à nous. Merci. Je voudrais aussi remercier tous les représentants de la presse, Antoine Gasquès qui était un fidèle auditeur depuis le début de nos actions, la représentante, le représentant de M. Kraft, représentant de France Culture, M. Andrieux qui est le correspondant local de l'Indépendant, sans oublier Karl qui a filmé depuis le début toutes nos interventions, et je pense qu'il mettra cela en ligne, vous pourrez le retrouver à tout moment. Donc merci pour cette intervention. Je voudrais remercier aussi les membres de l'association, donc ils sont tous là, Ariane, Céline, Véronique, Maggie, Louis, bien que pour Vendré, mais bon, on l'a pris quand même. Isabelle, Sandrine, Kess, Jean-Paul et Jacques qui est ici dans l'assistance. On est un petit groupe qui essayons, avec nos moyens, de travailler, de faire avancer les choses, et avec d'assez faibles moyens, mais je le dis, le concours permanent de la mairie, monsieur le maire, les adjoints, madame Graza qui est présente, Olivier qui est également ici présent, qui nous aide à chacune des occasions. Sans le concours et l'appui de la mairie, la moitié des choses qu'on a faites, on ne les aurait pas faites. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine probablement. C'est un travail qui est, d'un certain côté, assez stimulant pour nous, parce que ça nous oblige à réfléchir un peu à comment... Et quelque part, c'est un travail qui a une récompense, c'est de voir ce soir cette salle aussi pleine, malgré le froid qu'il fait et le mal que vous allez avoir à rentrer chez vous avec la tramontane. C'est vraiment sympa d'être venu. Merci à vous. Il y aura de prochaines occasions certainement, à moins que demain matin, M. Macron téléphone à Ariane et lui dise ce jour, c'est possible aussi. Mais en tout cas, merci de votre présence. Nous serons à la fête de l'huile dimanche à Espoy, nous aurons notre stand. Et tous ceux qui veulent nous donner un coup de main, alors il y a des gens que je n'ai pas remerciés qui sont dans la salle, je pense à Jean-Pierre Baillot, je ne sais pas s'il est parti, qui nous a donné un sacré coup de main pour l'organisation d'une des manifestations. On est preneur de toutes les initiatives, de toutes les aides, de toutes les solutions. Merci en tout cas, et à une prochaine occasion.